Média Sorare. Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du podcast Média Sorare. Merci encore à tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver les nombreux articles d'actualité, de stratégie, des conseils sur notre site web, mais également pour ceux qui s'inscrivent avec notre lien d'affiliation. Ils pourront bénéficier d'un call pour bien démarrer dans le jeu et peaufiner leur stratégie. Lors de la précédente édition, j'ai pu accueillir Paul, mon premier invité travaillant chez Sorare, qui est venu nous expliquer son rôle ô combien important pour la communauté en tant que player experience, mais également son recrutement atypique, sa relation avec les différents pôles actifs dans l'entreprise, le siège aux USA et bien d'autres infos intéressantes pour tout manager Sorare. Et pour cette nouvelle émission, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lille-Palette, senior vice-président d'Opta, société qui fournit toutes les statistiques des joueurs en temps réel à Sorare et à des milliers d'autres clients et qui est actuellement dans ses bureaux à Paris. Et pour cette édition spéciale, David Boga, cofondateur de Média Sorare et du podcast et auteur d'un trade très fouillé sur Opta il y a quelques semaines, me rejoint exceptionnellement en tant que spécialiste du scoring sur Sorare. L'objectif de cet épisode, vous l'avez compris, c'est que le scoring et le fonctionnement d'Opta n'aient plus de secret pour vous. Salut Mathieu, salut David. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Alors Mathieu, tout d'abord, merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Après avoir eu Paul de Sorare, l'autre élément, je vais dire indissociable de Sorare, c'est le scoring, la partie fantasy. Et Sorare fait appel à Opta, Stats Perform. Là, tu me diras quel est le nom le plus approprié. Donc, tu es vice-président de Opta. Tu es basé, je pense, à Paris. Et écoute, ça serait intéressant de pouvoir te présenter à nos auditeurs. Je t'avoue que cet épisode est très attendu. Écoute, déjà, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. J'ai effectivement vu quelques questions arriver sur Twitter et j'espère que je pourrais tout adresser. Tu l'as dit, je suis senior vice-président Opta pour une boîte qui s'appelle Stats Perform. Ce que je te propose qu'on fasse, c'est qu'on décrypte un petit peu ça rapidement. Stats Perform, c'est le nom de la société. Opta, c'est le nom que j'ai souhaité conserver dans mon titre parce que c'est le nom de la marque et c'est le nom de la boîte originelle qui avait créé la réputation autour de notre activité. Donc, j'estimais que c'était important de le garder. Et donc, tu es de la région parisienne. J'ai vu sur ton profil Twitter que tu étais fan du PSG également. Ouais, c'est ça. Je suis originaire du Val d'Oise, d'une ville qui s'appelle Éragny, dans l'agglomération de Cergy. Donc, je viens de Paris, je viens de banlieue, mais j'ai aussi longtemps vécu à Londres. J'ai vécu à Londres pendant 6 ans, on aura l'occasion d'en parler, puisqu'Opta est une boîte anglaise. Et quand j'ai commencé là-bas il y a 11 ans, j'ai commencé en tant que stagiaire dans les bureaux londoniens de la boîte. Et je suis effectivement fan supporter du Paris Saint-Germain. Bon, on va peut-être aborder le sujet un peu plus tard. Tu as quel âge? J'ai 36 ans. Ok, donc t'as commencé Opta à l'âge de 25 ans comme stagiaire, donc. C'est ça, juste après mes études. Ma dernière année, tout savoir, je l'ai fait en alternance chez Opta. Et ton background, donc ton parcours en tant qu'étudiant avant de débarquer Opta, c'était quoi? J'ai fait STAPS, donc tu sais, c'est à l'origine la formation que les profs de sport font, mais j'ai fait la filière management, donc j'ai passé 3 ans à la fac à Nanterre, avant ensuite de raccrocher sur une école de commerce après une première année de césure à Londres, une école de commerce qui s'appelle Amos, qui est également spécialisée dans le management du sport. Donc je suis resté sur cette thématique du sport et du management parce que ma volonté a toujours été de bosser dans ce milieu-là. Parce que je suis malheureusement très sportif et passionné par le sport de manière générale. Donc c'était un peu naturel pour moi d'évoluer dans ce milieu et de faire des études qui y préparaient. Et tu avais un objectif bien précis en suivant ces études de management? C'était quoi? Tu voulais gérer un club de sport ou bien non? C'était vraiment rentrer dans ce milieu-là sans avoir vraiment un objectif bien précis? Écoute, j'avais pas de poste prédéfini en tête, j'avais pas d'objectif hyper précis. J'avais 2 sports en particulier qui m'intéressaient parce que c'est les 2 sports qui m'ont toujours passionné, c'est la boxe et le foot. Donc j'ai été intéressé par le métier de promoteur très jeune, par exemple. Un promoteur en boxe, j'entends. C'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup renseigné quand j'étais jeune. J'étais potentiellement intéressé pour devenir agent aussi. J'ai beaucoup de potes qui sont devenus joueurs professionnels. Donc j'étais assez proche de ce milieu-là, sans que l'un ou l'autre des projets
se définissent vraiment. Et en fait, j'ai fait une année de césure après ma licence, comme je le disais tout à l'heure, et c'est là-bas que j'ai un peu plus défini mon projet, où j'ai recherché quelque chose, soit dans le foot, soit dans la boxe, mais je cherchais un métier, une industrie pérenne, et j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la tech, et c'est comme ça que j'ai découvert Opta, et que Opta, à ce moment-là, est devenu un objectif de rentrer dans cette industrie de la data sportive, pour ensuite y faire, alors à l'origine, c'était une partie de ma carrière, et voilà, ça fait plus de 10 ans maintenant que j'y suis. Ouais, il commençait comme stagiaire pour terminer, peut-être que ça n'est pas fini, hein. Ouais, peut-être que c'est pas terminé, t'as raison. Voilà, à l'heure actuelle, comme senior vice-président, dans l'organigramme, tu te trouves où? On est séparés en 3 régions, nous. Je suis à la région qui s'appelle Americas, donc c'est la partie Amérique du Sud, du Nord et centrale, la partie IMIA, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et la partie APAC. Et en fait, moi, je suis à la tête de la région qui concerne l'Europe, le Moyen-Orient et l'APAC, pour tout ce qui est la partie stratégie et nos relations avec les grands comptes. Donc ça va englober les grandes organisations sportives qui régissent le sport, type la FIFA, l'UEFA, la Première Ligue, la LFP et d'autres, l'ensemble des gros diffuseurs, donc beIN, Canal, Sky Sports, tous les gens qui diffusent du sport et du foot particulièrement, également les plus gros clubs comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et d'autres. La Big Tech, Google est aussi un gros client. En termes de hiérarchie, c'est relativement simple. Moi, j'ai un patron qui s'occupe, qui est responsable pour l'ensemble du territoire IMIA et qui, lui, va reporter directement à notre CEO. T'as vraiment un cadre, un super cadre de la boîte. Pour terminer ta présentation, tes passions dans la vie, donc tu parlais de foot, boxe, il y en a d'autres? Ouais, c'est essentiellement le foot et la boxe, mais non, si on parle de passion, effectivement, c'est ces 2 sports-là. Et je suis plus honnête avec toi, je te dirais même que je suis avant tout passionné par le PSG plutôt que le foot. Ouais, mais l'un ne va pas sans l'autre, parce que le PSG est une équipe de foot, mais je suis venu à ça, je suis venu à l'industrie du sport et à en faire un métier aussi, parce que j'ai beaucoup été en tribune plus jeune. J'étais assez actif de ce côté-là, donc j'aime beaucoup le foot, le PSG, les stades de manière générale, et la boxe qui est mon autre grande passion. Pratiquant aussi, boxeur et footballeur? Pratiquant des deux, de manière bien moins assidue aujourd'hui, malheureusement, parce qu'avec le travail, la vie de famille, j'ai malheureusement moins de temps à consacrer à ça, mais j'essaie de toujours boxer au moins une fois par semaine. Et jouer au foot, il faut un peu plus de monde, donc c'est un peu plus difficile, mais j'essaie de temps en temps avec les potes ou avec les collègues de trouver un moment pour taper un peu dans le ballon. Dans le ballon, ouais. Vaut mieux le ballon que le putting ball, je présume. Ouais, c'est bon. Je prends autant de plaisir à taper dans les deux. C'est juste que aller à la salle de boxe et s'entraîner seul ou avec quelqu'un, c'est ouais, en termes de logistique un peu plus facile que d'organiser un foot où il te faut au moins 10 personnes. C'est pas l'envie qui manque, c'est le temps et c'est les contraintes logistiques. Et pour terminer la présentation, manager Sorare, oui, non, pas encore. Alors je suis manager Sorare, oui, dans le sens où j'ai un profil, j'ai acheté des cartes. Je suis quelqu'un qui aime bien être dans la maîtrise de ce que je fais, donc je me suis pas encore lancé sur le côté fantasy. J'ai pas encore fait de match day, j'ai pas encore sauté ce pas-là, parce que j'ai besoin d'allouer du temps à un peu mieux comprendre comment on est bon à Sorare. Donc là, je suis plus dans une partie de recherche, d'éducation et de compréhension. Mais l'objectif, c'est avec la saison prochaine d'être un manager débutant mais renseigné. Donc je suis sur la plateforme depuis assez longtemps, parce que on en parlera tout à l'heure. Ça fait collaborer avec Sorare, donc c'est très important de comprendre le produit en tant qu'utilisateur aussi quand tu bosses avec les gens. Mais je suis pas encore confronté à d'autres équipes. Qui va piano va sano. Donc tu prends ton temps pour bien étudier le jeu. Et les cartes que tu as achetées sont quoi? Sont des limited, des rares? Ouais, des rares. J'ai fait le choix de partir plutôt sur des rares. Bah écoute, je te conseille vivement d'écouter les podcasts. Parce que là, t'as vraiment des super managers avec différentes stratégies, différents points de vue, des changements aussi de stratégie d'évolution, de l'achat-revente, du collectible, du SO5, du fantasy, tout ça. Enfin, c'est vraiment intéressant, et je pense qu'il y a pas mal d'infos qui vont pouvoir te permettre de gagner du temps dans ton apprentissage. J'ai terminé pour mon petit coup de pub. Non, mais je pense suivre effectivement les bonnes personnes et essayer, en tout cas, avoir identifié les bonnes sources d'informations. Donc, on verra si c'est suffisant pour avoir un peu de succès la saison prochaine.
Bah écoute, c'est tout ce que je te souhaite. Bah écoute, on va aborder vraiment maintenant le vif du sujet, Opta. Alors pour cet épisode, comme je l'ai dit, j'ai invité David Boga. Bah écoute, aussi fan du PSG et qui participera en tant que consultant et vraiment fan de tout ce qui est des notes de scoring. David? Eh ben effectivement, moi aussi je suis fan du PSG. Hein. On est même de la même génération, Mathieu, hein, parce que je suis de 86. Donc si t'as 36 ans, t'es soit de 86, soit l'année à côté. Et effectivement, oui, moi, en tant que cofondateur de Média Sorar, je me suis tout de suite, en fait, dès que j'ai été sur Sorar, je me suis tout de suite plongé dans les règles du jeu parce que moi aussi, quand je me mets dans quelque chose, j'aime bien m'y mettre à fond. Donc j'ai tout épluché en termes de règles du jeu, de barème de scoring de Sorar, et ça m'a naturellement amené à étudier de plus en plus comment étaient faites les stats de chez Opta, comment étaient analysés les matchs, et donc je prends un vrai plaisir à participer à ce podcast et à le co-animer avec Mehdi. Ouais, et pour la petite histoire, oui, David, vas-y Mathieu. Non, pardon Mehdi, je te coupe, mais j'avais effectivement il y a quelques semaines ou mois, je sais plus, tu me pardonneras David, mais vu le thread que tu avais fait sur qui était très bien recherché, et j'avais trouvé effectivement que le boulot que tu avais fait pour aider un petit peu la communauté à avoir un premier niveau de compréhension de ce qu'on faisait était top. Donc j'ai effectivement vu que tu avais un intérêt particulier pour ce qu'on faisait, c'est hyper appréciable. Et c'est vrai que ce thread sur Twitter, il a eu du succès. On a eu pas mal de demandes sur comment était d'aller un peu plus loin dans cette étude des stats. Donc la chose la plus naturelle qui nous est venue, c'est d'inviter dans le podcast un membre de chez Opta. C'est avec grand plaisir, et j'espère que je vais pouvoir compléter le travail que t'avais déjà fait. En tout cas, on n'a pas grand chose à cacher, donc je serais heureux, comme je le disais un peu en intro, d'adresser à peu près tout ce dont vous voulez parler. Et pour terminer la présentation de David, j'allais dire qu'il fait partie de ces nombreux managers, parce que j'en connais vraiment beaucoup, qui vont regarder un match et qui vont dire là c'est +1, -0,5, duel perdu, c'est plus et moins autant de points. Je trouve ça. Moi, à part carton jaune, c'est -3 points et il y a pas de clean sheet, ou clean sheet ça fait 60 points. Honnêtement, le reste, disons que je laisse le scoring de Sorar faire son job, mais je vois pas encore le match de la même manière que lui et que d'autres managers les voient. C'est assez fou, tu sais, Mathieu, la façon dont les managers voient parfois certains matchs, vraiment. Ça fait un peu comme dans les jeux vidéo. Il connaît la note de son joueur avant qu'elle soit publiée, c'est ça. Il a déjà fait le calcul et il sait à peu près à combien la note finale de chacun de ses joueurs. Quasiment, ouais. Bon, pour écoute, l'historique un peu d'Opta. Donc, si je me rappelle bien, tu m'avais dit que Opta a été acheté il y a 10 ans, c'est ça? Donc, c'est la marque commerciale. Quel était l'objectif, justement, de la création d'Opta? Et si tu sais nous expliquer un peu le parcours, justement, tu nous as dit qu'il y avait pas mal de rachats. Quels étaient les services au début qui étaient proposés aux entreprises, et aujourd'hui, quels sont les services que vous proposez à vos clients? Alors, pour te refaire l'historique complet, Opta, à l'origine, c'est des journalistes, c'est même un chef d'édition et un journaliste qui produisent sur la première ligue sur Sky Sports, et qui sont un peu influencés par ce qui se fait aux États-Unis sur les grands sports américains, et qui se disent ce serait bien qu'on ait un peu de chiffres pour étayer les propos, faire des comparaisons de joueurs, et qui commencent à collecter eux-mêmes des datas de manière hyper artisanale, papier crayon, en regardant les matchs. C'est quelque chose qui au fil des semaines et des mois prend un petit peu de poids parce que c'est jugé pertinent, c'est assez nouveau, ça amène des éléments aux commentateurs et aux consultants, donc on leur donne un peu de budget chez Sky, jusqu'à un moment où Sky décide de externaliser la chose et de le vendre, parce que à l'époque où ils le font, ça correspondait à une stratégie globale qui était de récupérer un peu de cash sur des fonctions qui n'étaient pas jugées comme étant fondamentales. Ça vit un peu de son côté pendant quelques années, et le vrai démarrage d'Opta, ce qui va en faire le succès que ça a été et ce qui amorce là où on est aujourd'hui, c'est le rachat en 2006 par un homme d'affaires anglais qui s'appelle Aidan Cooney, qui est un homme d'affaires irlandais d'ailleurs, qui lui aussi est relativement imprégné de ce qui se passe aux États-Unis et comprend le potentiel sur les sports européens qui sont pas très servis en stats, et se dit
ben, je vais racheter cette boîte-là. Et quand je vais racheter cette boîte, c'est sûr, je vais racheter le logiciel de collecte. Et puis, je vais essayer d'industrialiser la chose. Et ce mec-là, c'est pas le seul à avoir cette idée-là. Il y a d'autres qui commencent à monter des business dans la data. Mais il a, selon moi, une vision qui est fondamentale et qui explique le succès qui a été celui de la boîte. C'est de dire, les mecs qui font de la data aujourd'hui, ils essaient d'aller voir les clubs. Ce qui fait du sens, parce qu'ils se disent, le premier utilisateur de la data, c'est le club qui a besoin de comprendre la performance de ses joueurs et qui a besoin de comprendre à quel point un joueur qui va recruter peut bénéficier à sa performance sportive. Sauf que les clubs qui sont dans un marché hyper concurrentiel, ce qu'ils ont envie d'avoir, ils ont envie d'avoir de la data, mais ils ont surtout envie d'avoir de la data qui reste chez eux, qui n'est pas partagée avec le reste du marché et leurs concurrents, et qui leur permet d'avoir un avantage sur les autres. Donc, c'est-à-dire que ces boîtes-là vont développer des logiciels qui fonctionnent en vase clos au sein des clubs, sans possibilité d'ouvrir technologiquement via la techno, c'est-à-dire de pouvoir aller taper dans les bases de données pour l'ensemble du marché. Et Hayden, sa réflexion, c'est de dire, c'est pas là qu'il faut regarder. Dans l'industrie du sport, si on veut monter une boîte qui tient, il faut regarder d'où viennent les revenus. Et les revenus en 2006, ils viennent déjà des diffuseurs. Donc lui, il se dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est pas des logiciels en vase clos, c'est que je crée une manière de distribuer de la data qui va être très facile à intégrer pour que ces diffuseurs qui ont besoin d'enrichir leur contenu, et il a en mémoire le fait que tout ça a commencé chez Sky, puissent venir super facilement, via des méthodes technologiques relativement simples, chercher de la data et que tous les diffuseurs puissent pouvoir le faire. Et c'est ce qui va être l'amorce du succès d'Opta, parce qu'effectivement, il arrive très facilement à convaincre les diffuseurs d'intégrer la data dans leur process éditoriaux et de production. Une fois que ce socle est créé, l'idée, c'est de servir tout le marché. Et c'est de dire, la data, en fait, tout le monde en a besoin parce qu'on sait que ça intéresse les clubs, on sait que ça intéresse les diffuseurs. Il n'y a pas de raison que ça intéresse pas le reste de l'écosystème qui va devoir suivre ces locomotives que sont l'utilisation dans la performance et l'utilisation dans les médias. Et donc, ce qui se passe, c'est que il industrialise les méthodes de collecte. Il commence à couvrir de plus en plus de compétitions et comme ça, il va l'ensemble du marché en ayant la logique suivante. Je collecte une seule fois. J'ai toutes mes données qui partent dans une base. Je peux fournir ces données-là de manière brute, mais je vais aussi créer des silos de produits pour servir les spécificités de chacun des marchés. Et c'est comme ça qu'Opta commence. Et aujourd'hui, donc vous avez toute une série de services. J'ai été voir quand même sur votre site web. C'est vraiment très large. Pardon, mais je voulais pas te couper. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la beauté de la chose, c'est que c'est à peu près la même chose. Que le fonctionnement est le même. Aujourd'hui, on collecte une fois, ça part dans une base de données. Avec cette base de données, on fait un ensemble de produits qui va être mis dans un silo et qui va permettre de servir chaque acteur du marché, que ce soit les opérateurs de paris, que ce soit la big tech. Donc, je parlais de Google tout à l'heure en exemple, mais ça peut être d'autres. Que ce soit les clubs, les fédérations et les ligues, que ce soit Sorare et Legit Fantasy League, que ce soit les diffuseurs, que ce soit les agents de joueurs, que ce soit les marques. L'idée, c'est toujours de collecter un maximum de data, de créer des produits avec, pour pouvoir servir tous les gens qui en ont besoin. Et c'est ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'on parle vraiment à tout le monde et à l'ensemble du marché. Et ce qui a vraiment changé depuis 2006, qui est un peu la date de référence que j'évoquais tout à l'heure, et aujourd'hui, c'est le nombre de compétitions qu'on couvre, c'est la progression technologique que nous on a embrassé, qui ont fait évoluer nos méthodes de collecte, qui ont fait évoluer nos capacités de production, qui ont fait évoluer nos produits et qui ont fait évoluer les pratiques du marché. Et c'est une boîte qui s'est beaucoup développée, qui s'est développée au moins, parler un petit peu en préambule, d'être achetée 2 fois. La première fois, c'est en 2013 par Perform, une société qui s'appelle Perform, et c'est là où tu vas commencer à retrouver le nom Perform dans la boîte. Perform, c'est à l'époque une boîte qui fait des contenus digitaux et qui est notamment spécialiste dans l'achat et la vente de droits digitaux, qui était une partie des droits sportifs qui était un peu délaissée, donc il s'était fait les spécialistes, et qui était spécialisé aussi dans la fourniture de contenu pour les opérateurs de paris. Et en rachetant Opta, Perform consolide son offre de contenu. Et Opta progresse parce que elle rentre dans un groupe qui est plus grand, plus puissant, qui peut investir dans le produit et fait sa vie pendant quelques années. Et il y a maintenant 3 ans, moins de 3 ans, on est racheté une deuxième fois, c'est-à-dire que la partie contenu de Perform qui est désolidarisée du reste de Perform, parce que entre-temps Perform a créé DAZN, qui est une plateforme de diffusion, est vendue à Vista Equity Partners, qui est un fonds d'investissement américain, qui là fait un move assez agressif mais assez intelligent, parce que 2 ans auparavant, ils avaient racheté Stats, STATS, qui était le plus gros concurrent d'Opta, spécialisé notamment dans les sports américains.
Et donc ce que Vista Equity Partners fait il y a 3 ans, c'est qu'il consolide le marché en prenant les 2 géants du marché et en créant un super géant à une période où il y a beaucoup de nouveaux entrants, du fait notamment de la progression technologique. Et en faisant ça, il s'assure d'avoir une sécurité sur le marché de quelques années en créant ce mastodonte de la data et des contenus sportifs. Vous êtes leader sur le marché. Du coup, il reste plus de concurrents. Ouais, c'est ça. Vu qu'à chaque fois, c'est les concurrents qui rachètent. Alors effectivement, on est massivement leader de marché. En revanche, on a toujours des concurrents. La vraie différence entre nous et nos concurrents, c'est que nous, on est capable d'adresser l'ensemble du marché et qu'on impacte l'ensemble de la chaîne de valeur. Nos concurrents, ils vont être sur des silos. C'est-à-dire qu'on va avoir des concurrents spécifiques sur le marché des paris, du betting par exemple. On va avoir des clients spécifiques sur le marché de ce qu'on appelle une team performance. Donc c'est toutes nos relations avec les clubs sur l'utilisation de la data à des fins de performance. Et on va avoir quelques acteurs aussi qui ne font que du média. Donc on n'a pas aujourd'hui un client frontal qui est capable d'adresser l'ensemble que nous on peut fournir. Et c'est ce qui explique notamment qu'on est le fournisseur officiel des plus grandes ligues et de la majorité des ligues dans le monde. C'est parce que ces ligues-là ont des besoins qui sont très vastes, parce que ça va couvrir autant le betting que la performance, que les médias, le marketing, etc. Et qu'on est les seuls à avoir cette position de one-stop shop où tu peux fournir la totalité de ce dont ils ont besoin, avec en plus une qualité de data qui a pas son pareil et qui est liée à l'ADN de la boîte, qui est la première à avoir fait ça, qui a pris des décisions. Je sais qu'on va beaucoup parler de collecte de data aujourd'hui, mais qui a pris des décisions fortes en termes de coûts de production, de conserver à chaque fois des centres de production dans les régions où les compétitions sont jouées pour que la connaissance des analystes soit optimale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est effectivement toujours confortablement leader de marché. Après, en fonction des sports et en fonction des régions, il y a des petites différences sur la taille de ce leadership. Mais par exemple, sur le football et sur la région dont je m'occupe, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, tu vois, là, les parts de marché, elles sont à plus de 90%. Ah ouais, c'est quasi monopole. J'ai vu sur le site web, donc il y a plus de 60 sports que vous couvrez, c'est ça? Ouais, il y a plus, on couvre plus de 60 sports. Après, ce qui va compter entre guillemets chez nous, c'est le niveau de couverture de ces sports-là. C'est-à-dire que quand je te dis qu'il y a plus de 60 sports, il y a plein de sports pour lesquels on ne fournit que des données qui sont très basiques, à savoir calendrier, résultats en live, juste le résultat et classement. Les principaux sports sur lesquels on va être capable de fournir chaque événement du match, ça va être bien sûr le foot, le rugby, le cricket, ça c'est dû à notre ADN anglaise et le fait que c'est un sport majeur dans certains marchés qui nous intéressent beaucoup. Il va y avoir les 4 grands sports américains, le basket, le football américain, le baseball et le hockey. Et dans de moindres mesures, on est capable de très bien servir aussi le tennis aujourd'hui, les sports mécaniques et le golf par exemple. Okay. Et j'ai même vu que vous avez développé donc des outils d'intelligence artificielle. Je suis fan d'une équipe de basket qui est Orlando Magic, d'où mon surnom Magic Mehdi, et j'ai vu que c'était apparemment le premier club NBA qui faisait appel à vos services dans l'aide pour scouter pour la draft. C'est assez énorme. Ouais, alors effectivement, on travaille avec beaucoup de clubs de NBA, mais la particularité du Magic, c'est les premiers effectivement à avoir pris le parti d'onboarder nos outils d'intelligence artificielle. Et ça, c'est un vrai shift technologique qu'on a vécu sur les dernières années, c'est que jusque-là, l'utilisation de l'AI dans la prise de décision pour les organisations sportives, qu'elles soient de basket ou de foot ou autre, elle était marginale. C'est-à-dire que l'idée, c'était de dire, on fait pas ultra confiance à la machine, et que même si c'est important d'avoir des datas, la personne la plus pertinente pour prendre la décision, c'est le GM, le directeur sportif ou l'entraîneur. Ce qui, par ailleurs, est toujours vrai. Et tu vois, nous, on vend de la data, c'est notre métier, mais dans le cas de la performance, on dit jamais, tu dois écouter la data dans l'absolu. On te dit simplement, la data, c'est un outil qui va te permettre de limiter le risque dans ta prise de décision. Et ce qu'on a fait avec Orlando, c'est qu'on a développé des modèles AI, donc des modèles qui utilisent l'intelligence artificielle pour aller chercher des nouvelles métriques, donc des nouvelles manières d'utiliser le jeu qui peuvent t'aider encore plus dans la prise de décision que la data brute et les modèles qu'on pouvait proposer avant. Et c'est un outil aussi que vous avez dupliqué dans d'autres sports ou bien c'est vraiment spécifique pour le basket? C'est effectivement un outil qu'on a développé sur l'ensemble de nos sports
premium, l'ensemble des sports, on a suffisamment de granularité de data pour créer des métriques d'évaluation de la performance qui seront suffisamment fins pour vraiment donner une information. Il n'y a pas d'intérêt, si tu veux, à faire travailler de l'AI sur, je te prends un exemple au hasard, le hand, parce qu'on n'a pas un niveau de granularité suffisant. En revanche, le foot, le basket, le baseball, le football américain, où on a chaque action du match, là, j'ai suffisamment de granularité pour que l'intelligence soit plus forte que l'analyse humaine dans ce qu'on lui demande de faire, qui donne une vraie information que tu ne serais pas capable, toi, avec ton cerveau d'humain, de ressortir, même si on t'ouvrait les datas. Bien, super intéressant. Tu parlais donc des 3 grandes régions pour la présentation d'Opta, et sur votre site toujours, j'ai vu que vous aviez 23 sièges qui étaient éparpillés sur tout le territoire. Comment sont configurés justement chaque siège? Tu as je présume tu as des responsables. Quels sont les différents pôles qu'on peut retrouver à l'intérieur même de ta boîte? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience parce qu'on n'a pas vocation de communiquer vers le grand public, mais Opta, StatsPerform, c'est une grosse boîte. Effectivement, on a 23 bureaux. Le vrai siège aujourd'hui, le vrai siège, il est à Londres, et on a un siège américain qui est à Chicago. Donc c'est pas 23 sièges, c'est 23 bureaux. Le vrai HQ, ça va être notre bureau londonien. Mais on est structuré comme, j'ai envie de te dire, la plupart des entreprises de notre taille. Pour te donner une idée, c'est 2500 personnes à plein temps, StatsPerform. On va avoir des équipes administratives que tu vas retrouver dans toutes les boîtes, avec l'équipe légale, l'équipe finance, support type secrétariat, l'organisation des voyages, etc. On va avoir des équipes commerciales, ce qui va être, si tu veux, le cœur de notre investissement en RH. C'est là qu'on essaie d'aller chercher les meilleurs. C'est dans ce là c'est construire des équipes commerciales qui peuvent adresser l'ensemble du marché. Et tu vois, si on a effectivement des bureaux dans 23 pays. Aujourd'hui, on est présent physiquement avec soit des bureaux, soit des représentants dans plus de 75 pays. Donc tu vas avoir cette partie commerciale. Et derrière, la particularité de notre métier, que tu vas pas retrouver dans les autres boîtes, c'est la manière dont notre partie opérationnelle est organisée, avec un gros socle qui est la data collection. Donc c'est les analystes qui vont collecter ce qui se passe sur les terrains à l'aide des outils qu'on a développés, dont on est propriétaire. Et tout ça, tout ce qui collecte va ensuite être utilisé de deux manières, soit par la base de données qui va créer des produits qui sont automatiques, donc la livraison de flux, des widgets, ce genre de choses, soit par un bureau éditorial, qui est une fonction qu'on a développée quand on a été sur les marchés latins, pour aider nos clients à utiliser la data quand ils n'ont pas la compétence de le faire. Mais en termes d'organisation, si tu veux, à part la spécificité de notre métier qui est de collecter de la data, c'est une organisation en termes d'organigramme qui est relativement similaire à une boîte de 2000 secteurs d'activité. Et toi, ton rôle en tant que senior vice-président, c'est quoi? Tu as combien de personnes qui ont une relation directe avec toi? Moi, j'ai 10 personnes qui ont une relation directe avec moi. Donc, c'est avant tout des commerciaux. Donc, c'est des gens qui vont gérer des comptes clients. Mais ma fonction aussi, de par mon ADN, et que je suis l'un des rares qui suis dans ce métier-là depuis près de 12 ans maintenant, c'est que j'interviens beaucoup sur la stratégie, à savoir derrière le fait de générer du chiffre et faire en sorte qu'on continue à travailler avec les plus gros clients et qu'on continue à être le leader de ce marché, c'est essayer de comprendre où est-ce que va ce marché justement, quelles sont les évolutions technologiques qui sont nécessaires pour continuer à performer comme on le fait, quelles sont les tendances, quels sont les nouveaux marchés sur lesquels il faut qu'on se positionne. Et typiquement Web3, la crypto, blockchain, etc., ça fait quelques années que c'était un vrai sujet chez nous et qu'on avait conscience que c'est un marché sur lequel il faudrait créer de la compétence pour pouvoir se positionner et proposer des produits pertinents. Donc mon métier, il est aussi beaucoup sur ça. Et l'autre chose que je fais aussi un peu par tradition, et parce que ça fait un moment que je suis là et que des spécialistes de la data sportive, il n'y en a pas énormément non plus dans le monde, du fait que notamment les deux gros leaders aient été consolidés ensemble. J'interviens beaucoup aussi sur tout ce qui est conférence et faire un peu d'évangélisation, en tout cas parler de la data et parler de notre métier quand c'est nécessaire. Quand vous avez atteint là quasi monopole du marché, est-ce que au niveau commercial il y a encore vraiment tout un travail à effectuer, ou bien c'est plus l'inverse, c'est plus des clients, des clients potentiels qui prennent contact avec vous justement parce qu'ils sont au courant de votre existence et de la qualité de votre travail? C'est un très bon point. On fait très peu de chasse. Je vais être très honnête avec toi. On a la chance aujourd'hui de gérer des appels entrants plutôt qu'autre chose. La clé de notre métier et l'enjeu, c'est comme on a ces relations avec la totalité du marché, comment je continue à les satisfaire, ces gens-là.
Et comment je fais en sorte d'avoir une proposition qui leur donne envie d'investir, leur donne envie de progresser sur la data, et une proposition qui continue à être pertinente avec les évolutions technologiques d'un côté, les évolutions culturelles ou d'industrie de l'autre, et les différents facteurs qui viennent impacter un marché. Donc tu sais, il y a un peu, on schématise souvent l'activité commerciale en chasse ou en culture. Nous, c'est plus de la culture, c'est faire en sorte de continuer à travailler avec les gens avec qui on travaille, forcément parce qu'on est une entité commerciale, à augmenter le volume d'affaires chaque année, à continuer à accroître. Et ça se fait par proposer de nouveaux produits, notamment développer tout ce qui est la partie AI, la prédiction via la data, maximiser cette richesse de data qu'on a et continuer à être pertinent. Et je présume que là, c'est vraiment, vous travaillez en partenariat, c'est-à-dire qu'il y a aussi vous faites attention un peu, je prends le petit exemple de Sorar qui essaie d'avoir un maximum de feedback de la communauté, d'en tenir compte pour l'évolution. Vous êtes un peu dans la même, dans la même optique avec vos gros clients. Ils vous disent aussi un peu leurs attentes et ça vous permet aussi d'évoluer, de faire évoluer vos services et votre prise de data. Complètement, tu vois, être leader, c'est pas une fin en soi. Il faut quand même avoir un minimum d'humilité et comprendre que oui, tu peux avoir de bonnes idées, tu te staffes pour, dans ton cœur de métier, à savoir la data, avoir les meilleurs profils. Mais si tu décides de faire tes trucs tout seul, de développer en pensant qu'à Opta, il y a de grandes chances que le marché te remette droit. C'est-à-dire que nous, on vend de la data, c'est pas nous on n'a pas une audience directe, nous, on n'a pas les problématiques de nos clients directement. Donc c'est hyper important d'avoir cette ligne de communication. Faut être vigilant sur leur utilisation et sur leurs besoins, parce qu'on a ces relations qui sont privilégiées et avec certains qui durent depuis des années. Et effectivement, ce qu'on essaye de faire, c'est de beaucoup comprendre quels sont les enjeux dans leur marché et avec leurs clients. Et Sorar, c'est un excellent exemple. Tu vois, on est et les gens de Sorar pourront vous en parler. On est très en demande de retour de la part de Sorar parce que c'est le leader d'un nouveau marché que de manière très franche et très humble, on connaît pas plus que les autres et sur lequel on a envie d'apprendre et pour lequel on a envie d'adresser des produits qui sont pertinents et des méthodes de fourniture de données qui sont pertinentes. Donc on est toujours en recherche de cet échange. Il y a aucune volonté ou ambition chez nous de décider où est-ce que va le marché de la data. C'est notre responsabilité, ça, de continuer à faire progresser le marché, mais de fait, elle est liée à l'ambition, la volonté, la capacité à investir des utilisateurs de ces datas-là. Donc on fait beaucoup, effectivement, on échange beaucoup avec nos clients. Combien de collaborateurs il y a au sein de Stats Perform, si tu prends tout le monde on a à peu près 2500 aujourd'hui. Quelle proportion pour le foot? Tu as une idée? Alors, on ne comptabilise pas forcément comme ça parce que, tu vois, moi, mes gars vendent tout. C'est-à-dire qu'ils vendent du foot, ils vendent du basket, ils vendent tout ce qu'on a sur les étagères de produits, si je peux le schématiser comme ça. Donc, on n'a pas des gens qui font que du foot. Les seuls gens qui, tu vois, je dis, on n'a pas de gens qui font que du foot et après, les analystes. C'est pas vrai. Les analystes. Les seuls gens qui font que du foot, c'est des analystes. C'est les gens qui sont responsables de la collecte, qui sont devant les matchs et qui rentrent les données dans la base. Eux, ces gens-là ne font que du foot. Il y a une question, je crois, que j'avais vue sur Twitter et j'imagine qu'on va évoquer. C'est au-delà de faire que du foot, ils font sur une saison, ils suivent toujours les mêmes équipes. Ils ont un maximum de 3 équipes par saison qui suivent et 3 équipes qui, bien sûr, ne jouent pas dans la même ligue. Okay. Donc ces gens-là, eux, à la collecte, ne font que du foot parce que c'est leur métier, c'est cette idée-là et ça, pour le coup, c'est important qu'ils se concentrent sur le sport dans lequel ils sont pertinents. Ce sont des salariés de Opta Stat Perform ou ils peuvent intervenir en tant qu'indépendants de chez eux. Ils sont vraiment dans les bureaux tous pour l'analyse de match. Oui, ils ne peuvent pas intervenir chez eux. On fait pas de collecte en remote. Ils peuvent pas partir avec un ordinateur. Avec le logiciel de collecte qui est installé. Le logiciel de collecte, il reste strictement dans notre centre de collecte qui en Europe est à Aveiro au Portugal. Et la grande majorité, c'était pas le cas quand on a commencé. Quand on a commencé, c'était des freelancers, beaucoup, des étudiants notamment, etc. Aujourd'hui, c'est un métier qui tend à être complètement internalisé, à savoir, on a beaucoup d'analystes qui sont en CDI et qui ne font que ça. On a encore quelques freelances parce qu'on a un volume de collecte qui est extrêmement important, mais aujourd'hui, on a suffisamment de clients, suffisamment de besoins pour avoir des gens dont c'est le métier à plein temps. Donc si vous êtes fan de data et vous cherchez un CDI, ouais. Absolument, c'est l'un des métiers qu'on propose et je sais pas si vous voulez qu'on en parle maintenant, mais on pourra revenir tout à l'heure sur la manière dont ces mecs-là sont d'abord sélectionnés, puis formés, puis contrôlés, parce que c'est essentiel à notre activité et c'est pas neutre. Tu vois, en général, les gens pensent que ça revient à regarder du foot, alors que non, parce que c'est très technique comme métier. Vas-y, tu peux développer.
Ouais, tu veux que je développe maintenant sur la manière dont les recrutent et comment se passe le processus de collecte. En fait, c'est simple, c'est simple. Comme un peu toutes les boîtes, on met une offre en ligne avec voilà, est-ce que vous souhaitez analyser voilà le poste analyste chez Opta. On reçoit en général pour un poste 500 CV parce que c'est ce que je te disais juste avant, la réaction des gens qui sont intéressés par ces métiers-là, c'est de dire super, je vais être payé pour regarder du foot. Sur les 500 CV, en fonction du profil on va en garder une centaine et le choix va se faire sur notamment la connaissance du foot, l'expérience en gaming parce que t'as quand même besoin d'une coordination œil-main qui est importante pour la collecte. Cette centaine de présélectionnés, on va les recevoir par groupe de 20 dans les bureaux où ils vont avoir un questionnaire sur le foot et sur les choses qu'on estime essentielles à savoir pour pouvoir collecter. Donc une fois qu'on a fait ce questionnaire sur les 100, il va en rester une vingtaine. Cette vingtaine va revenir pour ensuite faire des tests d'aptitude à la collecte, c'est-à-dire qu'on va les mettre en situation de collecte pour voir mesurer la coordination œil-main, regarder s'ils sont capables de s'adapter à notre logiciel de collecte. Je reviendrai après sur comment ça fonctionne et de pouvoir être de bons analystes s'ils sont formés à ça. Donc c'est vraiment un test d'aptitude avant la formation. Après ce test d'aptitude, il va t'en rester entre 5 et 10 et là tu as une formation qui commence. Là, c'est la vraie formation pour être analyste. Donc on va t'ouvrir le playbook qui est un document qui fait 500 pages sur les définitions, l'utilisation du logiciel de collecte. Tu vas ensuite pendant 6 mois suivre cette formation à la fin de laquelle tu vas être évalué et en général sur cette évaluation, il y en a 2 ou 3 qui vont devenir analystes pour les compétitions de football sur lesquelles on a besoin d'une analyse granulaire, donc les plus grands championnats notamment, et le reste va faire de l'analyse un peu plus basique parce qu'on juge qu'ils n'ont pas réussi la formation et qu'ils sont pas suffisamment bons pour pouvoir collecter le niveau granulaire. Alors bien sûr, ces gens qu'on a formés pendant 6 mois, on les utilise quand même mais pour faire de la collecte de data plus basique. Je te disais tout à l'heure, renseigner les calendriers, les résultats, les classements. Donc c'est des gens qu'on garde, à qui on propose des postes. Mais le fait de suivre la formation ne garantit pas le fait que tu vas être ensuite un analyste d'Opta. Et si tu réussis la formation, tu deviens analyste. Donc ça veut dire que ton quotidien, c'est d'analyser des matchs de foot. Ils sont analysés de la manière suivante. C'est dans un centre de collecte, je t'en parlais tout à l'heure, et en Europe, c'est Aveiro au Portugal. On va recevoir le flux télé qui, en fonction des accords qu'on a, va soit nous venir du diffuseur, soit de l'organisation, donc de l'organisation sportive qui organise la compétition et qui produit elle-même les matchs. On va ingérer ce flux, on va le projeter dans un logiciel en 2D sur lequel les analystes, qui sont au nombre de 3, un pour l'équipe à domicile, un pour l'équipe à l'extérieur, et en live, un data checker au milieu qui peut revenir pour corriger ou pour spécifier quelque chose si les analystes le flaguent. Ils vont collecter tout ce qui se passe sur le terrain, tous les événements avec le ballon. Cette collecte, elle va se faire à l'aide de différentes choses. D'abord le pad numérique pour taper le numéro du joueur qui va faire l'action, qui est en possession du ballon, la souris pour géocaliser le player sur le terrain, et ensuite des raccourcis clavier pour spécifier la catégorie qui vont ouvrir des fenêtres pour ensuite aller plus loin dans la spécification des sous-catégories. Au total, on a 350 catégories et sous-catégories qu'on collecte sur le foot, et on a, en fonction de l'équipe, entre 1500 et 2500 événements par match qui sont collectés. Et donc, quand c'est collecté, en live, chaque fois qu'une action est collectée, elle part dans la base de données, et à partir de cette base de données, on fournit l'ensemble de nos clients. 3 analystes, alors en même temps, dans la même pièce ? En même temps, dans la même pièce, parce qu'il y a un vrai besoin de communication. C'est-à-dire que, forcément, pour nous, quand tu as un événement réussi par une équipe, tu as forcément en face un pendant, un pendant pour l'équipe à l'extérieur. Donc ils ont besoin de beaucoup se parler. Donc il faut qu'ils soient dans la même pièce pour des raisons de contrôle de qualité et d'intégrité. Je dis, on ne fera jamais de remote sur la collecte des data, parce qu'il faut aussi qu'ils soient supervisés, et il y a des superviseurs qui sont là sur chacun des matchs et qui s'assurent des notions d'intégrité. Donc non, c'est extrêmement encadré, parce que pour différentes raisons. Déjà parce que on essaie d'être des gens sérieux et de bien faire notre métier, mais aussi parce que les gens
qu'on fournit en data, c'est des gens qui ne peuvent pas se permettre, et on pourra parler des cas pratiques avec Sorar, mais d'avoir des erreurs. Soit parce que d'un point de vue réputationnel, c'est problématique. À savoir, je collecte une mauvaise data, ça part à l'antenne sur Canal, sur Sky Sports, et là, les foules se déchaînent en disant qu'en gros, Sky et Canal+ sont pas capables d'avoir des bonnes données. Ou ça peut être encore plus sensible que ça, c'est-à-dire qu'une donnée qui est mal collectée dans le cadre des paris sportifs, ça peut poser des vrais problèmes d'intégrité sur la validité de ce pari-là et l'implication légale qui peut y avoir derrière. Donc c'est extrêmement encadré. C'est pour ça que le monitoring des performances des analystes est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup, c'est-à-dire ils sont évalués après chaque rencontre. L'évaluation elle se fait sur le post-match. J'ai vu qu'il y avait une question sur ça aussi, c'est-à-dire dans les 24 heures après le match, on a les seniors analystes, donc les superviseurs qui vont se poser pendant 4 heures pour chaque match et qui vont disséquer chaque action pour être certain qu'elle a été collectée de manière conforme à nos définitions. Et en fonction de ça, à la fin du match, tu as un score qui est donné, de pourcentage d'exactitude de l'analyste qui a collecté ce match-là, et il doit maintenir un certain niveau pour pouvoir continuer à collecter. Si c'est pas le cas, il est envoyé vers l'équipe de collecte sur des sports où il y a moins de granularité et où il y a moins d'enjeux parce que notamment il y a pas de besoin en live, par exemple. Donc ça, pour les managers Sorar, c'est le fameux recalcul Opta, comme on l'appelle un peu dans la communauté, notamment sur Twitter. C'est vrai que entre 24 et 48 heures, alors je connais pas les périodes précises, mais c'est vrai que souvent il y a un score qui est donné après le match, et le score, notamment sur Sorar, va être recalculé quelques heures plus tard, donne un autre score. Donc c'est le fameux revisionnage de 4 heures que tu as mentionné il y a quelques secondes. Et simplement pour être très précis sur ce qu'on fournit, nous on fournit aucun score. Nous on fournit c'est Sorar qui applique son barème. Qui convertit les actions. Exactement. C'est Sorar où tu vois tous les autres clients qui font soit des index, soit qui sont des fantasy league, eux vont associer à nos actions un barème. Donc le recalcul dont tu parles, il vient du fait que sur le post-matching, il y a eu peut-être une passe qui a été requalifiée, peut-être un tacle qui a été requalifié, et ça va impacter la note du joueur. Exactement. Il y a des conditions sur ce revisionnage. Il doit être fait dans un certain délai ou pas? Ce délai, en général, il a trait aux relations qu'on a avec la ligue concernée et avec l'importance de cette ligue-là. L'importance, j'entends, commercialement. Je sais, c'est un peu froid comme vision, mais c'est la réalité. Donc ça veut dire que pour des ligues comme les 5 grandes ligues européennes, la Ligue des Champions, la Champions League, c'est quelque chose sur lequel on a plus de clients que sur les autres compétitions, par exemple, sur lequel va y avoir un regard sur les datas beaucoup plus pointu et même en volume. Et il y a beaucoup plus de clients qui vont avoir accès à ces données. Donc c'est important pour notre business de faire le post-match le plus rapidement possible. Les compétitions qui sont moins importantes commercialement, il faut organiser le post-matching. Parfois, c'est pas 24, mais c'est 48 heures. Et ça, aujourd'hui, a trait à l'importance de la ligue en question. Et donc, en moyenne, c'est, on va dire que sur une grosse ligue, dans les 24 heures, c'est revisionné. Dans les 24 heures, c'est revisionné sur une grosse ligue. D'accord. Dans chaque bureau que vous avez dans le monde entier, vous devez en avoir des locaux différents, non? Parce que si tu me dis que il y a 3 analystes par match et que ceux-ci suivent seulement 3 équipes, les grosses journées de championnat, comment est-ce que ça se déroule là par exemple dans ton bureau à Paris? Il y a combien de locaux différents pour visionner les matchs? Alors on a régionalisé les centres de collecte, c'est-à-dire que avant on avait, c'était un peu plus surtout à l'époque d'Opta, quand moi j'ai rejoint la boîte, on avait des centres de collecte en Europe par exemple dans chaque grand pays. Aujourd'hui on a centralisé dans un bureau par région. Donc tu vois, je te parlais de 3 régions tout à l'heure, Amérique, Europe, Moyen-Orient, Afrique et APAC. Le bureau de collecte en Europe, il est à Aveiro au Portugal. Et là, c'est un bureau où on ne fait que de l'analyse de données. Et donc, c'est des énormes bureaux avec une salle de collecte par compétition où les gens vont venir collecter pour l'équipe qui doivent suivre. Et effectivement, sur un soir de multiplex, par exemple, où t'as 10 matchs ensemble en même temps sur la Ligue 1, et tu vas avoir 30 personnes dans la salle Ligue 1 qui vont collecter l'ensemble des matchs. Okay, donc ils sont tous ensemble dans la même pièce. Enfin, tous ensemble dans la même pièce. Calme. C'est calme parce que c'est un niveau de concentration qui est tu vois, qui est assez important. C'est-à-dire que pour les raisons que j'ai évoquées avant, tu peux, et je sais que je reviendrai sur les notions d'erreur ou d'oubli que certains ont mentionné, on en parlera après. Il y a pas le droit justement à cette erreur ou cet oubli, ou ce droit-là est hyper marginal, donc ils sont très concentrés, ils communiquent entre eux, mais quand tu fais un match, tu es
sur un poste où ils sont les uns à côté des autres, et les postes sont un peu espacés. Donc la communication elle reste au niveau de la team qui fait le match donné. Et donc c'est pas, on peut imaginer un truc hyper bruyant où t'as 30 personnes qui sont en train de gueuler, de se challenger sur les définitions, etc. Alors que pas vraiment. Ils sont avant tout très concentrés. Et c'est en général assez impressionnant à voir. On essaye tant que faire se peut d'inviter nos clients à le voir parce que c'est important pour eux qu'ils voient la collecte et comment ça le cœur du réacteur. On n'a pas encore eu l'occasion d'emmener les gens de Sorare d'ailleurs, mais j'espère qu'on pourra le faire. Mais en général, c'est un moment où les gens réalisent la difficulté de la notion de collecte et la machine qui a derrière la data qui arrive chez toi et qui est traitée. Et donc, si je comprends bien, chaque analyste voit maximum donc visionne 3 matchs par jour, quoi. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est pas toujours le cas parce que il peut arriver que les deux équipes qui l'analysent jouent en même temps, auquel cas on organise des backups. Mais la raison pour laquelle c'est 3, c'est parce que les tests qu'on a fait très tôt d'ailleurs dans l'histoire d'Opta sur la capacité de concentration et la déperdition que tu aurais si tu collectais un nombre X de matchs, c'est au-delà de 3. Donc nous, on considère que la pire journée pour un analyste, c'est une journée où il a trois matchs analysés et c'est hyper intense. Ça fait entre la préparation et les matchs en live, ça fait un peu plus de 6h30 de travail. Et il y a un tel niveau de concentration qui est requis qu'au-delà de ça, on sait qu'il y a forcément un point de vue lucidité, donc on peut pas leur demander de collecter plus de matchs. Il y a une légende qui dit qu'un analyste avait analysé 8 matchs dans la même journée, il était rentré chez lui, il avait été incapable de dire un mot à sa femme. Il était au lit direct. Il était rentré en mode automatique. Non, mais tu vois, c'est encore une fois, on est parfois sur une analyse qui doit être très fine et sur une prise de décision qui doit être immédiate, mais en fonction et en corrélation avec 350 définitions que tu as appris et que tu n'as pas le temps d'aller regarder pour vérifier si c'est la bonne. Donc tu vois, c'est des profils qui sont quand même assez particuliers, assez pointus. Donc c'est très important pour la qualité de service de pas, je passerai l'expression, mais de pas charger la mule et de se dire non mais super, on va prendre un mec, on va maximiser la journée de travail de ce mec-là, faut qu'il soit là à 8 heures et qu'il nous fasse forcément 4 matchs. Selon nous, selon les études et selon l'expérience qu'on a, c'est 3 matchs, c'est le maximum sur une journée. Et je le disais tout à l'heure, ces mecs-là suivent la même équipe au cours de la saison. C'est très important parce que ne serait-ce pour comprendre les formations, pour pouvoir reconnaître un joueur sans avoir besoin de froncer les sourcils et de se dire est-ce que c'est lui ou c'est un autre. Voilà, il faut que la reconnaissance soit immédiate. Il faut aussi comprendre quand l'équipe change de formation. Quand il y a un remplacement, tu peux pas te permettre de regarder si le mec qui rentre, si c'est la première fois qui rentre, si c'est un jeune que t'as jamais vu, tu peux pas aller sur Wikipédia ou sur le site du club vérifier qui c'est. Donc il y a besoin d'une connaissance très pointue de ces équipes-là. Et c'est pour ça qu'aussi on les limite à 3 équipes. Le mec qui a le PSG pendant un an, il fait le PSG pendant un an. Et après, on fait aussi en sorte de si possible, de les laisser plusieurs saisons, mais aussi de les changer d'équipe, tu vois, pour s'assurer qu'il y a pas de billets au bout d'un moment qui apparaissent. On fait aussi très attention de jamais avoir le supporter d'une équipe qui collecte l'équipe de son cœur, pas parce qu'on leur fait pas confiance et qu'on pense pas qu'il puisse pas être objectif, mais simplement pour annuler ce risque-là. Donc tu vois, ils doivent déclarer l'équipe qui supporte. Après ça, en général, les gens se font pas prier. C'est pas comme si on les forçait à le dire, de pas leur filer leur équipe, parce que encore une fois, pour nous, c'est un mécanisme de protection sur la qualité de la collecte qui sera là. Et la collecte se fait à 100% de manière manuelle au niveau des analyses, analyses, encore prise d'analyse de foot. C'est une question qui revient très souvent et qu'on me pose très souvent. La raison est la suivante, c'est que aujourd'hui, effectivement, on pourrait collecter de la data pas à 100% manuellement, mais en tout cas à 80 ou 90% via la machine. Il y a beaucoup de nos concurrents qui l'expriment comme ça et qui disent que c'est la technologie qu'ils proposent. Sauf que ce qu'on observe nous, parce que ça fait plus de 5 ans que nous on a forcément, comme vous pouvez l'imaginer en tant que leader, un gros pôle R&D qui travaille sur toutes les méthodes de collecte qui pourraient nous aider et faire en sorte qu'on soit encore meilleur et encore plus précis. Aujourd'hui, les modèles n'ont pas suffisamment d'années de data pour être entraînés, pour être suffisamment précis sur les 350 catégories qu'on aurait besoin qu'ils collectent. Il y a certaines catégories qui, selon nous, ne pourront en plus jamais être collectées par la machine quand il y a
besoin de spécification, notamment sur, tu vois, une catégorie aussi simple que la passe en profondeur. C'est-à-dire que tu peux entraîner la machine et te dire, bien sûr que, voilà, ça c'est une passe parce que la balle part de ce point-là, va à ce point-là, mais comment tu ensuite spécifies le fait que c'est ce qu'on appelle un through ball. Donc il y a plein de nuances comme ça qui, selon nous, vont faire que la machine nous aidera sans pour autant prendre la main totalement sur la collecte. Et donc t'as un problème de qualité de data collectée par la machine. T'as un problème aussi, j'ai le mot anglais qui me vient, mais de timing de livraison. C'est-à-dire que aujourd'hui l'AI ça travaille. Donc le temps que ça travaille, que ça comprenne que ça a identifié la bonne action et que ça l'envoie au client, ça prend plus de temps que mon logiciel aujourd'hui qui est géré par un humain. Et donc je peux pas dire à, je te dis n'importe quoi, Sky Sports, qui diffuse des matchs en live et qui a besoin que les données partent dans ma base moins de 5 secondes après que l'action se soit déroulée, bah écoute, à partir de maintenant, tu vas attendre 2 ou 3 secondes de plus parce que j'ai décidé de collecter 100% avec la machine. Et l'autre chose, c'est la raison pour laquelle on peut pas opérer ce switch complet, c'est que si on le faisait aujourd'hui, il y aurait encore des différences entre les datas qu'on a collectées pendant 15 ans et celles qui sortiraient de la nouvelle méthode de collecte. C'est-à-dire que dans la construction des modèles prédictifs et des modèles analytics qui vont chercher justement ce volume de base de données, qui vont chercher l'ensemble des datas qu'on a, tu créerais des biais parce que tu n'utiliserais pas des datas pour une même action qui aurait été collectée suivant la même définition. Donc c'est l'ensemble des choses qui fait qu'aujourd'hui on peut pas passer chez Opta en tout cas à du full automatique. Maintenant, est-ce que l'ambition c'est d'aider au maximum les analystes et de les décharger toute une part? Bien sûr, déjà parce que c'est le sens technologique de l'histoire, mais aussi parce que plus tu les décharges une partie, plus ils sont, je te dirais, frais et lucides pour la collecte du reste. Donc c'est des projets de R&D qui sont penchés depuis 5 ans chez nous. Je peux pas vous donner de date précise parce que tout simplement vraiment on l'a pas, mais on en est plus très loin. Je pense que par exemple l'identification du joueur, ça me semble fou aujourd'hui qu'un mec doive cliquer avec la souris pour dire c'est ce joueur-là, alors que ça, j'imagine qu'il y a des modèles qui peuvent, enfin pas des modèles, mais l'intelligence artificielle qui peut dire ce joueur c'est lui. C'est un excellent point et tu l'as bien identifié, c'est un des premiers leviers d'amélioration, c'est que tu n'aies plus besoin de spécifier ni le type de joueur ni l'endroit où il se trouve sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà développé, qui va être intégré à nos méthodes de collecte sans que ça impacte la qualité de service et ce qu'on fait par ailleurs relativement rapidement. Ces prises d'informations, donc tu dis vous avez 350 critères plus ou moins qui sont pris en compte par les analystes. Ouais, on a 350 catégories et sous-catégories. Il y a 16 types de passes par exemple. Ouais. Et est-ce que c'est justement cette couverture est la même quel que soit le championnat ou bien elle est spécifique par exemple aux grosses compétitions ou bien non, c'est vraiment tous les championnats que vous couvrez, vous le faites de la même manière? C'est absolument essentiel pour nous de tout collecter de la même manière. Déjà parce que quand les mecs sont formés, ils apprennent une définition et cette définition, tu peux pas leur dire bah écoute, tu fais Manchester City ce soir, c'est ça, et demain quand tu fais Lorient, tu appliqueras une autre définition pour collecter la possession ou les passes ou enfin la possession c'est fait logiquement, mais pour la passe. Si tu veux, c'est pas viable, tu crées l'environnement pour avoir des mauvaises données et créer de la confusion. L'autre chose, c'est que l'une de nos valeurs ajoutées, j'en parlais tout à l'heure dans le fait qu'on soit leader, etc., c'est d'être capable de servir l'ensemble du marché sur l'ensemble des compétitions. Et quand un acteur comme, je vais un peu changer d'exemple, mais tu vois, beIN Sport qui va diffuser 7 compétitions différentes et qui va utiliser des data pour comparer des joueurs à travers les championnats, ou pour Sorare qui va vouloir mettre en place un barème de notation des joueurs qui doit être consistant à travers toutes les compétitions qu'ils vont couvrir, je peux pas leur dire ok bah pour la Bundesliga c'est comme ça que tu vas devoir adapter ton barème et pour la Liga c'est plutôt comme ça. Encore une fois, le fait d'avoir été first mover sur ce marché et d'être le fournisseur officiel de quasiment la totalité des grandes ligues, ça aussi ça nous a aussi permis d'imposer ça et de dire aujourd'hui le golden standard dans la collecte de la data c'est nos définitions et nos définitions elles seront ce qu'elles sont, mais au moins on est clair dessus et c'est celles qui seront appliquées sur la totalité des compétitions qu'on couvre. Donc par exemple, pour prendre un exemple concret lié à Sorare, la manière dont est couvert la Ligue 1 par exemple est la même que la couverture du championnat péruvien dont le championnat est couvert par Sorare, ou encore je sais pas moi l'Argentine, la MLS et la Russie. C'est les mêmes définitions, il y a un playbook qui fait 500 pages et toutes ces définitions là sont appliquées à l'ensemble des championnats qu'on va couvrir. Et c'est pas faute d'avoir eu des fois si tu veux des ligues qui avaient des convictions sur la manière dont les data étaient collectées. Et ça nous est arrivé dans les premières années de pas faire des deals parce que tel acteur avait décidé que les passes décisives c'est pas comme ça qu'on devait les collecter. Ça leur appartenait si tu veux. Mais dans ces cas-là, nous notre position c'est toujours de dire
on ne peut pas. On est dans un métier de. Je suis désolé, je fais des anglicismes, mais de scale. Donc pour moi, c'est important de ne pouvoir collecter qu'une fois pour maximiser le potentiel de cette collecte et demander à tout le monde. Si dans cette collecte, je commence à créer différentes itérations, je complexifie, je crée du danger sur l'intégrité de mes données et le modèle devient plus viable. Donc que ce soit le Chili ou la MLS, c'est exactement les mêmes définitions qui sont appliquées. Okay. C'est intéressant ce que tu dis, Mathieu, parce que justement, qui prend le dessus aussi, parce qu'on voit souvent, par exemple, sur des frappes contrées ou même des passes décisives qui sont touchées par un défenseur entre-temps, parfois les ligues, je peux prendre l'exemple de la LFP, comptent le but pour l'attaquant, alors que dans la définition d'Opta, compterait pas le but ou la passe décisive pour le joueur. À ce moment-là, est-ce que vous corrigez? Si on dit que Mbappé a marqué 26 buts cette année et dans les 26 buts, ils correspondent pas tous à la définition d'Opta, vous êtes quand même obligé de dire que Mbappé il a marqué 26 buts. Alors c'est une excellente question et en fait, il y a deux cas de figure. Soit la Ligue nous suit et décide que c'est de toute façon quoi qu'il arrive la donnée qui doit prévaloir, typiquement la première ligue, pour ne citer que, auquel cas il n'y a pas de sujet. Soit la Ligue, parce que culturellement ou parce que par conviction elle a une commission qui attribue les passes décisives, dit on doit avoir le dernier mot, le droit de regard. Dans ces cas-là, on a la passe décisive Opta qui va être utilisée dans nos modèles, dans ce qu'on va fournir à l'ensemble du marché, et on va avoir une spécification en plus dans cette passe décisive-là qui va dire cette passe décisive-là, pour la LFP, elle n'est pas comptabilisée. Et la LFP, ce qu'on va lui fournir, c'est cette itération-là. Pour prendre encore une fois l'exemple de la LFP. Dans le cas de Sorare, qu'est-ce que vous leur remontez, vous, à Sorare? C'est vraiment la définition d'Opta. C'est la définition d'Opta qu'on leur remonte, à savoir, nous, c'est l'assist. Et c'est de dire, et c'est pour ça que, tu vois, tant que la donnée est collectable avec 100% d'objectivité, il y a quelques données qui, malheureusement, laissent place à un minimum de subjectivité. Mais tant qu'on considère qu'une donnée est collectable sans interprétation, on va essayer de le faire. Et typiquement, pour la passe décisive, et en plus, on est une boîte anglaise, donc la réponse est aussi culturelle, c'est de dire, je vais assigner une assist à la dernière personne qui a touché le ballon avant le buteur. Parce que c'est ce qu'il y a de plus froid. Et donc la définition de l'assist, d'ailleurs je fais un aparté, la définition nos définitions d'événements, tu peux les retrouver sur notre site sur les grandes catégories de compétition. Donc tu vois, on a rendu ça public il y a des années parce qu'on comprend que c'est des vraies questions. Mais donc c'est ça, c'est la définition, c'est l'assist, c'est le dernier joueur qui a touché la balle avant le buteur. Maintenant quand je te dis qu'on fournit ça à Sorare, on peut aussi fournir à Sorare, si c'est sa décision, ou à quelconque contracteur si c'est sa décision, l'itération LFP et dire attention, pour cette passe décisive, si ce que vous décidez de valoriser dans le jeu parce que vous avez un accord avec cette ligue-là, soit la LFP, la Serie A, qui tu veux, c'est la version, entre guillemets, officielle passée par la commission. Vous pouvez aussi avoir accès à cette donnée. Et là, le choix appartient au client et à celui qui veut l'utiliser. Nous, l'idée, c'est de donner le maximum d'informations pour que la décision par l'utilisateur soit prise en son âme et conscience. Ok, c'est très clair. Et actuellement, Sorare se base de la même manière. Enfin, le scoring de Sorare ne s'adapte pas, par exemple, à telle ou telle ligue. C'est vraiment le scoring d'Opta qui tient en compte. Je vais pas te mentir, j'ai pas la réponse comme ça de but en blanc. C'est plutôt une question qu'il faudra reposer à Sorare, et d'ailleurs, je leur poserai également. Mais Sorare, voilà, Sorare, je ne sais pas. En tout cas, ils ont la liberté d'avoir les deux choix. Mais si je te prends d'autres jeux de Fantasy League, par exemple, type la Fantasy League de la Première Ligue, qui est un jeu moi, c'est pas un bon exemple parce que la Première Ligue, quoi qu'il arrive, nous suit. Mais si je te prends, tu vois, un jeu comme MPG, si je te dis pas de bêtises, qui est partenaire de la LFP, eux, ils vont plutôt avoir tendance à suivre la définition LFP. Donc c'est vraiment laissé au choix du client. Bon, on va attaquer par justement. Simplement pour être très complet sur ça, tu vois, il y a très ferme sur nos définitions et sur la valeur que ça a et l'importance pour nous d'avoir une base de données qui est cohérente et consistante. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la décision de la ligue. C'est-à-dire que je te parle de la LFP parce que tu vois, c'est l'exemple qui m'est venu. Mais si on estime que technologiquement, sans créer de billets, on peut fournir à cette ligue-là qui a déjà des process en place pour l'attribution des passes décisives, si on estime qu'on peut ajouter un qualificatif sur une passe pour clarifier la position, on le fait et on n'estime pas que c'est forcément nous qui avons raison sur notre manière de collecter. Ce qu'on dit, c'est que notre vision de la collecte de la data, c'est ça. Et que quoi qu'il arrive, on la fera. Et que parce que vous êtes une ligue avec laquelle on a envie de forger une relation, on accepte en plus cette itération-là. Tu vois, c'est pas une critique dans l'absolu de la vision
définition que la ligue soit choisie d'appliquer. Tu parlais de subjectivité dans les datas. Ça, c'est un point vraiment crucial pour la communauté Sorare et certainement d'autres de jeux fantasy. Comment est-ce que vous évaluez justement je vais prendre 2-3 points, les grosses occasions manquées. C'est un gros sujet de frustration parmi la communauté, mais enfin ça c'est plus une action, il s'est fait l'action lui-même ou bien l'inverse, mais vraiment ça fait beaucoup parler dans la communauté, ou le error lead to goal. Alors parfois il dit non mais là franchement c'est la faute du gardien, et puis non c'est la faute du défenseur. Parfois ce sont les deux qui sont impliqués. Comment est-ce que vous gérez justement cette part-là de subjectivité dans la prise de data? Alors on essaie de les réduire au maximum, tout en ayant parfaitement conscience et en étant totalement honnête avec toi sur le fait que le risque zéro sur ça n'existe pas. Parce que c'est du foot et qu'effectivement, tu as certaines fois des actions qui peuvent prêter à différents types d'interprétations. La manière de lutter contre ça, c'est d'essayer de fournir la définition la plus précise possible. Tu parlais notamment des grosses occasions, donc Big Chances de notre côté. Voilà, encore une fois, c'est une définition que tu peux retrouver sur le site de Stats Perform dans la catégorie de ta définition. La définition, elle est relativement précise. C'est de mémoire, c'est une situation où le joueur, on considère que raisonnablement le joueur doit marquer. Donc habituellement une situation de 1 contre 1 ou un scénario où le joueur est très proche du but, à savoir dans la zone des 6 mètres, et où il y a peu d'occlusion entre le ballon et le but, et qu'il y a peu de pression. Donc si tu veux, la définition est quand même spécifique. Sauf que sur la réalité d'une action, où tu as X joueurs qui sont impliqués, il peut y avoir une interprétation de cette définition qui est marginale et qui va différer entre deux analystes. Et là, nous, en tant que collecteur de data, on a un choix. Soit on décide d'arrêter de collecter cette catégorie. Auquel cas, on dit arbitrairement, la subjectivité, même si elle est marginale, elle existe, elle va créer potentiellement un problème, donc on arrête. Soit on est très clair sur la définition, qui, dans la manière dont elle est rédigée, veut dire que tu as forcément à la fin l'analyste qui fait un choix. L'analyste qui, par ailleurs, est la meilleure personne au monde pour faire ce choix-là, de par sa formation, de par son expérience, etc. La raison pour laquelle, par exemple, les Big Gens sont continuer de les comptabiliser, c'est parce que pour un secteur d'activité particulier, typiquement le recrutement et la performance des équipes, c'est quelque chose qui est beaucoup regardé par les directions sportives. Et que même si, sur le volume d'une saison pour un joueur, tu as une ou deux Big Chances qui prêtent à confusion et qui prêtent au débat, c'est considéré comme marginal et l'ordre de grandeur est correct, donc il peut être utilisé. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que quand tu as, et c'est un travail qui est inéluctable et qui est un prérequis selon moi d'utilisation de data, c'est qu'une fois que tu es en maîtrise de l'ensemble de nos définitions, qu'on est capable d'expliquer et de défendre, la question que tu dois te poser, c'est par rapport à ton secteur d'activité, par rapport au risque que cette data représente, est-ce que je l'utilise ou est-ce que je l'utilise pas? Est-ce que j'utilise en l'expliquant, est-ce que je l'utilise en l'expliquant pas? Et c'est ça qui doit être arbitré. Mais il y a aussi une réalité, tu vois, c'est que quand nous, on regarde, comme tu peux l'imaginer, quand que ce soit dans la Fantasy League ou que ce soit dans d'autres, tu vois, parfois simplement des gens qui sont fans de certaines équipes ou d'un certain joueur et qui nous envoient des vidéos en disant c'est pas juste, celle-là elle a été qualifiée de Big Chances ou celle-là elle a été qualifiée d'erreur leading to a goal, alors que je pense cette situation-là, elle est à peu près similaire et vous n'avez pas pris la même décision. Bah déjà, ce qu'on trouve, c'est que forcément, quand tu fais cette démarche-là, tu as un biais. C'est parce que ça va impacter négativement soit ton équipe, soit le joueur en question. Et en plus, soit ce que tu vas gagner sur Sorare. Pardon? Ou ce que tu vas gagner. Soit ce que tu vas gagner sur Sorare. Exactement. Ou ce que tu vas gagner. Et en plus, tu n'as pas l'information suffisante, toi, en tant que consommateur, comme moi, dans d'autres secteurs d'activité, j'aurais pas l'information pour être pertinent pour faire cette demande-là, pour pouvoir dire ça a été mal jugé. Et je suis pas en train de dire que c'est ou tout noir ou tout blanc et qu'il n'y a pas des fois des gens qui ont des suggestions qui sont hyper pertinentes. Je suis pas en train de dire que on a la parole absolue. Ce que je suis en train de dire, c'est les gens les plus qualifiés pour prendre ces décisions-là, c'est les analystes. Parce que c'est leur métier, parce qu'ils sont formés de cette manière-là, parce qu'ils connaissent les définitions sur le compte des doigts et surtout qu'ils ont vécu ces situations, tu vois, sur les Big Chances, c'est un bon exemple, depuis des années, plusieurs fois par match. Donc la marge d'erreur est petite et souvent l'erreur, telle qu'elle est, quand elle est qualifiée d'erreur ou quand elle est qualifiée d'oubli, ça part d'un biais de celui qui l'a observé. Et des fois, quand on se trompe, ça arrive qu'on se trompe. Quand on se trompe, on est aussi capable d'aller voir nos clients et dire t'es là où c'est trompé et on en assume les conséquences. Mais aujourd'hui, on n'a pas dans ces éléments de subjectivité, je me souviens pas si c'est pas vrai, j'allais dire, je me souviens pas de catégorie de data qu'on a décidé d'arrêter de collecter parce que la définition était pas assez claire, ça pouvait poser des problèmes. Il y a une définition qu'on a arrêté de collecter il y a quelques années, c'est les demi-volées par exemple.
exemple. Je sais plus exactement te dire pourquoi, mais chaque année, on passe en revue l'ensemble de notre build de catégories de data, et on se repose la question, on re-challenge pour voir si on peut faire progresser les choses, la définition, la manière de collecter, et ça arrive que des fois, on retire des trucs. Typiquement, on avait retiré il y a quelques années demi-volée parce qu'on se rendait compte que c'était pas suffisamment bien collecté, qu'il y avait une confusion avec la définition volée, reprise de volée, et que du coup c'était quelque chose, quand on a parlé à nos clients, qui était pas fondamental, et que la qualification de volée c'était suffisant, qu'on n'avait pas besoin de spécifier. Donc ça c'est la réponse sur la collecte. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais apporter sur ce côté subjectivité. On a aussi, nous, un rôle à jouer dans le développement des métriques et dans le développement de la manière dont on analyse le foot, pour essayer, encore une fois, d'être le plus juste possible dans la manière dont on l'adresse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entamé il y a quelques années, c'est justement utiliser l'AI pour créer des métriques qui vont renseigner sur notamment la qualité d'une action, de la contribution d'un joueur. Et peut-être qu'au lieu de dire c'est une Big Chances qui a été collectée, on regarde tous les éléments contextuels qu'on peut avoir, mais simplement d'un point de vue chiffre, simplement d'un point de vue base de données, et on met en place une algorithmie qui te dit si le terrain c'était ça et que le contexte autour c'est ça, alors ça forcément c'est une Big Chances. On n'en est pas là pour les Big Chances, mais par exemple on a créé des choses qui s'appellent tu vois, la possession value, la valeur de la possession pour les joueurs, et qui par exemple renseigne beaucoup mieux qu'un simplement un ratio de passes réussies sur une action donnée. Tu vois, donc on se dédouane pas non plus de la responsabilité qu'on a d'essayer de toujours être le précis possible, et ça arrive aussi par la progression de la finesse de l'analyse, et ce qui nous permet de faire ça, c'est la progression technologique via les AI et via les data scientists qu'on recrute pour créer des modèles qui sont le plus fins possible. Justement, en parlant de modèles, il y a une stat qu'on voit beaucoup depuis quelques années, c'est les expected goals, qui justement sont, je crois bien, ils se basent sur des millions d'actions similaires, et ils déterminent que en fonction d'un tir à cette position du terrain, avec un défenseur, deux défenseurs ou aucun défenseur entre le point d'impact du ballon et le but, il a X% de chance de marquer. Ouais. Moi au début je pensais que les Big Chances justement c'était une traduction un peu mathématique de ces expected goals, et en disant si il manque l'occasion alors que le expected goal il est supérieur à 0.8, c'est une Big Chance missed. Non, c'est un très bon exemple que tu prends. Parce que la Big Chances, c'est un qualificatif au niveau de la collecte, alors que l'expected goals, c'est une métrique qui est créée à partir de l'intelligence artificielle et des data. Et tu vois d'ailleurs, l'expected goals, tu l'as bien résumé, mais à ceci près que ça ne te donne pas, en vrai, le pourcentage de chance de marquer. Parce que comme tu l'as dit, tu regardes dans le passé. Donc tu dis, sur tous les tirs qu'on a en base, les millions de tirs qu'on a en base, qui étaient dans la même situation, voilà combien de fois il y a eu un but. Et la raison pour laquelle je relève ça, c'est parce que au départ, dans l'approche du marché, dans la pédagogie qu'on a fait autour des expected goals, on nous reprochait beaucoup de dire tu peux pas définir le pourcentage de chance de marquer. C'est pas le pourcentage de chance de marquer, c'est en gros la qualité de la situation que tu t'es créée quand on regarde toutes les situations qui ont été créées dans les mêmes conditions avant. C'est beaucoup plus pompeux, c'est beaucoup plus difficile à présenter, et ça prend du temps pour éduquer le marché. Mais encore une fois, en faisant ça, on essaie d'être le plus pragmatique possible. Et typiquement, je trouve que tu vois, ton exemple est le bon, c'est-à-dire que est-ce que dans la valorisation de la performance d'un jeu, il faut plus regarder l'expected goals ou il faut plus regarder les Big Chances si tu es dans la construction d'un scoring, d'un algorithme de Fantasy League? J'ai ma conviction. Tu vois, moi, je suis prêt à te dire aujourd'hui, je crois plus en l'expected goals. Mais il y a aussi, après, une multitude de facteurs qui font que le choix de l'utilisateur, et je parle pas spécifiquement de Sora, c'est pas les seuls à utiliser Big Chances, et je pense, moi, que Big Chances, dans la Fantasy League, c'est pris en compte, et c'est une information qui est, je pense, essentielle. Mais tu peux faire le choix de le remplacer par l'expected goals, et je pense que c'est deux valeurs qui sont interchangeables, par exemple. Là où c'est un peu frustrant pour pas mal de managers, c'est les points. Tu vois, un Big Chances missed, c'est moins 5 points. Donc tu vois, c'est quand même il y a disons trois actions, 3 grosses occasions, enfin ce qui est considéré comme des grosses occasions ratées, c'est moins 15 points dans le scoring du joueur concerné, ce qui peut ça a une grosse influence dans le scoring et dans la totalité des points de ton équipe pour la game week. Ouais, d'accord. Mais tu vois, après ça c'est le barème Sora. Et encore une fois, sans être moi rentré dans les notions de manager, etc. Cette logique-là, je la comprends. Tu vois, parce qu'en soi, Big Chances, si je regarde ma définition, c'est a priori une situation dans laquelle le mec doit marquer. Donc, s'il est dans une situation optimale pour marquer, le fait qu'il marque pas,
pour moi, c'est pénalisable. Et c'est pénalisable de manière significative. Tu comprends ma réflexion? Ouais, tout à fait. Après, il y a cette part, voilà. Est-ce que c'est véritablement une grosse occasion ou pas? Et c'est pour ça que si je pense que si l'impact n'était pas aussi grand par rapport à ces 5 points, je pense que voilà, ça ferait moins parler dans la communauté, mais c'est comme ça. Dans la communauté Sorare. Non, mais ça je peux l'entendre. Oui, évidemment. Je parle spécifiquement de Sorare. D'ailleurs, les joueurs qui en ont le plus, les Big Chen Smith, c'est des grands attaquants. Lewandowski, il en a souvent une ou deux par match parce que ils s'en procurent beaucoup. Ouais, c'est ça. Et il y a un vrai sujet aussi qui est très important pour nous. Dans ce qu'on propose aujourd'hui comme métrique, et dans le développement de la manière dont on analyse le foot, et c'est notamment le travail qu'on a fait depuis des années avec différents acteurs du monde de la Fantasy League, c'est comment on peut aider nos clients à mieux valoriser des postes qui, de fait, parce qu'ils sont moins exposés à créer des occasions, moins exposés à avoir des passes décisives ou à marquer des buts, comment tu peux un peu leur rendre leur importance dans le résultat collectif. Et en soi, c'est très simple. Je suis en train de te faire une grande phrase pour quelque chose de très simple, c'est comment tu rétablis la balance entre les joueurs à vocation défensive et les joueurs à vocation offensive. Et je te parlais tout à l'heure de possession value, qui est une métrique qu'on a développée récemment, auquel je crois beaucoup, et qui a pour objectif de réussir à faire ça. La possession value, c'est de dire, on regarde pour chaque joueur, dans chaque possession, la contribution de ce joueur-là à ce qu'on a fait du ballon. Est-ce que la passe fait progresser? Est-ce que la perte de balle met en zone de danger immédiate? On a créé 6 catégories positives, 6 catégories négatives, et la possession value globale, c'est de mettre en confrontation le positif et le négatif qui a été fait par le joueur dans chaque action du match et de créer un différentiel entre les deux. Et ça peut être super intéressant. Je crois que c'est pas usé par Sorare, ça, possession value. Non, et notamment c'est très récent comme métrique. C'est pas nécessairement de leur fait, c'est quelque chose qui sort du four. Et ça pourrait corriger un des plus grands débats du ring de joueurs Sorare. Aujourd'hui, c'est les défenseurs latéraux qui perdent énormément de ballons. Enfin, énormément, mais en moyenne, un défenseur latéral va perdre entre 15 et 20 ballons par match. Et en termes de barème Sorare, c'est moins 15 ou moins 20 points. Vu que c'est moins 1 point par ballon perdu, alors que c'est pas des ballons perdus qui vont être dangereux. Alors qu'un défenseur central qui va perdre un ballon, c'est aussi moins 1 point. Et c'est vrai que cette stat de possession value, ça pourrait grandement aider à améliorer le scoring des défenseurs latéraux. Les latéraux, c'est un très bon exemple. Je suis pas surpris que tu le mentionnes, parce que comme beaucoup de nos réflexions sur les nouvelles métriques, ça part souvent des discussions qu'on a avec les clubs sur l'évaluation des joueurs et beaucoup sur le recrutement. On travaille beaucoup sur le recrutement parce que le recrutement pour un club de foot, c'est un risque. Donc en regardant la data, qu'est-ce que le club peut faire? Il veut limiter le risque en essayant de se rassurer un petit peu. Et dans le développement des possession value, l'évaluation des latéraux est beaucoup revenue justement sur l'évaluation du risque versus reward. Donc le risque que tu prends versus la récompense de ce risque-là qui est pris. Et effectivement, c'est des postes sur lesquels tu es très exposé, et c'est des postes où tu dois créer des équilibres parce qu'aujourd'hui, tu as un football qui passe beaucoup par les côtés. Et nous, notre travail en tant que fournisseur de data, c'est d'essayer de rétablir la balance dans ce risque versus reward. Que ce soit sur les actions offensives ou sur les actions défensives d'ailleurs. Ok, ça serait intéressant de voir si c'est mis en place. Tu vois, c'est pas que Sorare voulait pas l'utiliser jusque-là, c'est qu'il pouvait pas parce qu'on l'avait pas encore sorti. On l'a sorti aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va adresser, qu'on va proposer à nos clients à partir de la saison prochaine. Et donc, comme tout le monde, comme à tous, ce sera présenté à Sorare. Et après, si tu veux, c'est une décision de pertinence par rapport à leurs produits, par rapport à ce qu'ils veulent en faire, au gameplay, etc. Mais en tout cas, on va l'adresser à l'ensemble du marché. Un petit scoop, ça. À mon avis, le marché des latéraux va augmenter. Tu vois, je serais pas surpris parce que de manière hyper humble, nous on prétend pas être le redresseur de tort du marché des transferts ou quoi que ce soit, mais on a quand même vu à travers nos collaborations avec les ligues et les clubs et les agents sur les datas et sur la valorisation des différents postes. L'un des trucs qu'on a vu sur ces dernières années, c'est la réévaluation du poste de gardien. Aujourd'hui, jusqu'au on va dire début des années 2000, enfin jusqu'à 2010 à peu près, quand tu regardes le prix moyen pour un transfert de gardien, t'es sur la ligne, ce qu'on considère le gardien comme une ligne, la moins coûteuse pour un club. Alors que versus l'importance du poste dans la performance, essaye de jouer au foot sans gardien, tu vas vite t'en rendre compte, il y avait certainement un déséquilibre. Et aujourd'hui, quand tu vois le prix moyen des échanges, des transferts sur les gardiens, tu te rends compte que c'est pas uniquement imputable à Opta, c'est imputable aussi à la qualité des gardiens aujourd'hui, au fait qu'ils sont plus impliqués dans le jeu. C'est aussi un phénomène qui est beaucoup plus large que notre petite contribution. Mais c'est de dire, pendant des années, on a observé les gardiens, pendant des années, les clubs et les acteurs nous ont demandé d'observer les gardiens, et ils se sont rendus compte que leur contribution à la performance de l'équipe au résultat
résultats avait certainement plus de valeur que ce qu'on y accordait jusque-là. Et donc peut-être qu'effectivement demain la valeur du latéral va augmenter parce que le football qu'on pratique aujourd'hui nécessite d'avoir de bons latéraux et que de fait ce produit-là devient, quand je dis produit, c'est avec beaucoup de respect, je déshumanise pas, j'essaie de schématiser un petit peu, ça devient essentiel d'être bien équipé sur les côtés. Écoute, merci pour toutes ces explications et ces éclaircissements. Pour terminer cette section justement par rapport à votre mode de fonctionnement, il y a une question qui tient à cœur énormément de managers, c'est est-ce que les employés d'Opta, qu'ils soient salariés ou freelance, ont le droit de jouer à Sorare ou à d'autres fantasy games payants? Ouais, non, il y a pas de restrictions sur Sorare sur les fantasy games. D'ailleurs, il y a plus de restrictions chez nous. Il y avait pendant des années des restrictions sur les paris et sur le fait qu'on pouvait pas parier chez les betteurs de qui on fournissait de la data parce que certains qui se considéraient que le fait d'être une boîte qui collecte des données donnait un avantage concurrentiel et en fait on s'est rendu compte que en mettant les bons process en place, il y avait aucun risque et du coup ces notions de limitation ont sauté. D'ailleurs, je ne prévois pas ou je ne crois pas que les gens qui collectent de la data sont nécessairement meilleurs que les autres, si tu veux, en Fantasy League. S'ils sont plus intéressés par la data, peut-être, mais aujourd'hui, notamment, et Sorare est un bon exemple, tu vois, quand un companion app type Sorare Data, l'information data, tu peux l'avoir que tu travailles chez Opta ou pas. Après, c'est ta pertinence à savoir l'utiliser, le travail que tu vas mettre derrière pour être bon. Mais donc ça, c'est une première partie de la réponse. Si la question, elle est plus orientée du fait que le mec joue à Sorare, donc il est manager, donc sur tel joueur, il va lui donner une passe décisive où il va qualifier choses en Big Smithy Smith sur un joueur d'un autre mec, ça il y a aucun risque parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, les process chez nous liés à la qualité et l'intégrité la data, c'est ce qui est le plus important. Et tous les matchs sont revus derrière. Donc, si on n'a jamais eu d'ailleurs le cas d'un mec qui a triché, soit pour un pari ou parce qu'il avait un joueur de MPG ou de Fantasy Premier League dans l'équipe qu'il analysait. Parce que ça, c'est carton rouge direct. Et on a aujourd'hui des process qui sont suffisamment robustes et qui s'expliquent par aussi notre place sur le marché, les clients qu'on a, qui fait qu'on a un acteur plus que sérieux et qu'il n'y a pas de zone de danger sur ça. Et donc, les rumeurs, j'avais vu un tweet il y a pas si longtemps qui parlait du fait que les scorings des défenseurs de l'Ajax sont surévalués. Avec toutes les explications là que t'as données, c'est juste pas possible parce que c'est impossible. C'est impossible et aussi parce que ils sont juste trop forts pour leur championnat en fait, les Lisandro Martinez et les Green Timber quoi. Non mais enfin tu vois, c'est comme quand tu compares les performances des joueurs du PSG contre une équipe qui est moins armée, c'est-à-dire que les disparités en fait et la qualité des joueurs des grandes équipes versus les joueurs des plus petites équipes, ça c'est vieux comme le foot et forcément tu vas trouver c'est plus dur, en général les meilleurs jouent dans les grands clubs. Donc non, en tout cas sur le fait qu'il y aurait quelconque manipulation de data, c'est encore une fois impossible. Et je te dis, on est hyper ouvert sur ça. L'ensemble de nos clients, que ce soit tu as les clubs, les opérateurs de paris, les diffuseurs qui peuvent venir voir comment c'est collecté. Et puis surtout aujourd'hui, tu vois, la réalité des choses, notamment dans le foot professionnel, c'est que ils ont aussi des analyses vidéo, donc ils font leur propre travail. Ils ont des data scientists, donc ils ont aussi les clubs la possibilité, s'ils le veulent, s'ils veulent y passer du temps, vérifier qu'on collecte de manière intègre et transparente. Et ça, je te dis, c'est le plus important dans notre métier, c'est la qualité des data qu'on fournit. Et le jour où on perd ça de vue, c'est l'ensemble de la boîte qui a un risque. Donc sur ça, il y a aucun sujet. Revenons un peu à la relation que vous avez avec Sorare. Est-ce que tu peux nous toucher un mot sur la manière dont s'est déroulé le deal et est-ce que tu as participé aux négociations? Pas au départ, pour être totalement honnête avec toi, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on bosse avec Sorare. Si je te dis pas de bêtises, c'est aussi simple que Nicolas Julia en 2018 qui a contacté notre bureau à Paris. Donc moi comme tu l'auras compris, j'habite à Paris, je suis basé à Paris, mais je m'occupe de l'ensemble de la région. Donc j'ai aussi un directeur commercial dans les équipes à Paris. Il a contacté cette personne-là. Je crois me souvenir, d'ailleurs peut-être que je te dis une bêtise et si Nicolas écoute ce podcast, il dira tu racontes des cracks sur les podcasts, mais je crois qu'il est passé par le formulaire qu'on a sur le site pour dire voilà, je suis une société qui s'appelle Sorare, j'ai potentiellement besoin de data. Il avait dû réaliser un benchmark avant des gens qui faisaient ça, tu vois. Et il a pris contact avec Romain, notre directeur commercial. Ils se sont rencontrés. Connaissant Romain, ils ont dû avant tout aller déjeuner pour se rencontrer. Et puis
Ils ont fait un deal, ils ont fait un premier deal, et au fur et à mesure, on a vu Sorare se développer, on a vu la réussite incroyable de ce qu'ils avaient monté, et là, comme tu vois, ils rentrent dans une dimension de partenaire et privilégié. Moi, je commence à m'impliquer personnellement avec ces comptes-là, et donc sur les discussions qu'on a aujourd'hui, qui sont très vastes, je suis relativement impliqué, même si la personne qui gère au jour le jour ce compte-là chez nous et qui le fait très bien, c'est Romain Fabre qui dirige la France d'un point de vue commercial dans mes équipes. On a vu qu'ils ont signé la MLB de baseball récemment. C'est vous aussi qui leur fournissez la data sur la MLB? Non, nous aujourd'hui, sans trahir de secret industriel, l'accord qu'on a avec Sorare il concerne le foot. Est-ce que demain on leur fournira de la MLB ou de la NFL? Je peux pas te le dire. Moi, comme tu peux l'imaginer, j'aimerais leur fournir le maximum de choses, mais on a pour le coup aux États-Unis des concurrents sur ces sports-là, et on n'est pas fournisseur officiel de la MLB par exemple. Donc ça s'explique parfaitement si Sorare décide sur la MLB de partir avec un autre fournisseur de data. Pas obligé de le faire, t'es jamais forcé de travailler avec le fournisseur officiel. Nous, pendant des années, notre conviction c'était qu'on cherchait pas à être officiel parce que de toute façon on avait pignon sur rue et qu'on n'avait pas besoin d'avoir les logos des ligues. Ça a changé depuis la vision, mais aujourd'hui on travaille pas avec Sorare sur la MLB, et Sorare ensuite c'est leur décision d'arbitrer entre le deal qu'ils ont fait avec la MLB, est-ce qu'il va inclure les données officielles du fournisseur de la MLB, ou est-ce qu'ils ont la liberté ou pas de passer un deal avec un tiers, auquel cas on est ce tiers-là. Est-ce que vous êtes parfois sollicité par Sorare pour couvrir certaines compétitions? Pensez par exemple, il y avait la Coupe d'Afrique où Sorare avait longtemps, je vais pas dire hésité, mais avait dit on est en train de regarder avec notre fournisseur de données si la couverture de la Coupe d'Afrique pourra se faire de manière optimale avant de pouvoir justement proposer ces compétitions dans le fantasy. Oui, Sorare sur ça fait très bien le travail de se renseigner sur ce qui est, tu vois, sur ce qu'on peut fournir, dans le sens où nous on leur fournit notre document de couverture qui reprend toutes les compétitions qu'on couvre avec le niveau de collecte auquel on va le couvrir, parce que on parle depuis tout à l'heure beaucoup du niveau le plus fin de collecte, avec les 350 catégories et les demi-événements par match, mais on a aussi des D'ailleurs, Mathieu, c'est un rappel important à faire, ça, peut-être pour les auditeurs. Aujourd'hui, Sorare ne peut pas donner une note à un joueur si justement le niveau de couverture n'est pas assez suffisant par Opta. Donc je crois que vous parliez de tiers 13 ou tiers 14, c'est le niveau tiers 13. Le niveau maximum. C'était effectivement très bien renseigné. C'est le tiers 13. Le tiers 13, c'est donc l'ensemble des actions avec le ballon plus la géolocalisation des actions sur le terrain. Et effectivement, si on ne couvre pas une compétition à ce niveau-là, Sorare ne peut pas mapper un scoring. Et effectivement, ce qui se passe, donc, c'est qu'on va donner l'information au Sorare, on va leur dire voilà toutes les compétitions qu'on couvre, voilà les niveaux de tiers. Donc les tiers, tu l'auras compris, ils vont de 1 à 15. 15, c'est pour le tracking, mais je le mets de côté parce que ça, c'est des choses qui sont faites en collaboration avec les ligues. C'est des données qu'on peut pas fournir en dehors des équipes et des ligues elles-mêmes. Donc tu vas avoir différents niveaux de données. Et si jamais Sorare a l'ambition d'ajouter une compétition, si elle est déjà couverte à un tiers 13, on discute de combien ça coûte de rajouter cette compétition. Et si elle n'est pas couverte, on a une discussion avec eux. D'ailleurs, je parle de Sorare, mais pour le coup, ça c'est pour tous nos clients. C'est-à-dire que un client dit, moi je voudrais couvrir cette compétition aujourd'hui, elle n'est pas couverte en tiers 13. Combien ça coûte? Avant de dire combien ça coûte, ce qu'on va faire nous, c'est faire une étude de faisabilité. Est-ce que sur cette compétition-là, on peut avoir la totalité des matchs produits, donc avoir les images pour tous les matchs, avec suffisamment de qualité de production pour pouvoir collecter 100. Donc il y a toute une étude de faisabilité qui est préalable. Une fois que cette étude de faisabilité est faite et qu'on dit oui ou non on peut la couvrir, là tu rentres dans une discussion où tu vas aller évaluer le marché. Cette compétition, si je la couvre pas aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas de marché, c'est-à-dire personne ne veut me l'acheter ou j'ai pas suffisamment de gens qui veulent me l'acheter. Si je me mettais à la couvrir, quel est le retour sur investissement? Et après, on retourne voir Sorare, on dit voilà, cette compétition-là, pourquoi pas? Ou cette compétition-là, on pense qu'il n'y a pas de marché. C'est une approche très pragmatique. C'est un processus qui peut prendre combien de temps, ça? Comme tu peux l'imaginer, c'est des demandes qu'on a relativement souvent quand même. Et je parle pas de Sorare spécifiquement, de manière générale. Tu vois, par exemple, les agents qui sont toujours à la recherche de la dernière pépite un peu partout dans le monde vont être très intéressés sur des ligues peut-être un peu plus obscures et vont nous demander parfois de les analyser. Et parfois on le fait, parfois on le fait pas.
Paul nous avait expliqué lors de l'épisode précédent comment est-ce que ça fonctionnait au niveau des actions décisives. Donc les managers ont la possibilité d'envoyer une requête avec une action décisive qui aurait été oubliée. Comment se passe justement, comment est-ce que vous gérez vous en interne les requêtes du service justement de Player Experience de Sorare concernant les actions décisives oubliées ou douteuses? Eh ben, donc on les réceptionne, on les centralise, puisque comme tu peux l'imaginer, si vraiment il y a des actions litigieuses, quand tu as des milliers de clients, t'as pas un seul client qui va te la remonter. C'est la première étape, c'est on centralise l'ensemble des demandes après les journées de championnat. Il y a des équipes dont c'est les métiers. Ils vont regarder si, à travers l'ensemble des matchs analysés, il y a des requêtes, il y a des demandes spécifiques qui vont revenir souvent. Si c'est le cas, si on se rend compte que sur un match, on a X clients qui nous ont dit les gars, ici, tu me passeras l'expression, c'est chelou. Alors là, on va se mettre en mode recherche. Et on va dire, ok, bon, ça fait quand même X clients qui disent que là, il y a un sujet. On reprend. On reprend, c'est très simple. On refait l'analyse post-match. On se remet sur l'action. C'est fait par un mec différent de celui qui a fait le post-match la première fois. Il reprend les définitions et il regarde. Et après, il y a deux manières d'opérer. Soit effectivement, et très honnêtement, c'est relativement rare, les gars, on s'est trompé. Donc ça a été corrigé dans la base et on s'excuse. Soit on reste sur notre évaluation. C'est-à-dire qu'on considère que la bonne donnée a été collectée et voilà l'explication. Voilà comment on défend la chose. Et ensuite, on renvoie aux clients qui ont exprimé la volonté qu'une action soit revue. On renvoie un rapport qui explique voilà le résultat de l'enquête et voilà la décision qui a été prise. Ouais. Donc vous motivez, vous argumentez votre décision finale, quoi. Oui, parce que tu vois, encore une fois, l'idée c'est absolument pas d'être complètement obtus et de dire nos analystes sont formés, c'est leur métier, ils ont forcément raison. Si, notamment quand tu vois que la demande vient de plusieurs personnes, tu es en droit de te dire il y a un sujet, il faut absolument l'adresser pour être certain qu'il n'y ait pas eu dans le process de collecte un problème. Donc faut être super vigilant, faut garder une forme d'humilité par rapport à ça, même si c'est notre métier, et être capable, si on juge qu'on a pris la bonne décision au niveau de la collecte, de le défendre et de l'expliquer. À partir du moment où vous prenez la décision de revoir l'action, vous délai? C'est fait dans les 24, 48 heures, rapide. Ça va assez vite. Donc dans les 24 heures, il faut qu'on soit capable de revenir vers nos clients et de dire ok, voilà ce qu'il en est. Parfait. David, t'en as encore une question par rapport à la relation avec Sorare? Non, moi, on a eu des exemples parfois où un match est prévu et finalement il n'est pas couvert parce que je sais pas, le diffuseur a un problème, il y a un problème météo, un problème technique et là le match n'est pas couvert. Il y a eu justement une petite histoire sur Sorare avec ça il y a quelques mois. Donc vous, on est d'accord, c'est la ligue qui vous fournit toutes les images ou le diffuseur. Donc vous, si vous n'êtes pas capable de voir le match, effectivement, vous n'êtes pas capable de couvrir le match en tier 13 et donc de fournir les données précises. C'est exactement ça. Et dans ces cas-là, c'est hyper sérieux pour nous aussi parce que ça veut dire que les gens avec qui on a passé l'accord pour la collecte sont en bridge de leur accord avec nous et ils n'ont pas été capables de fournir le prérequis pour qu'on puisse collecter, que nous, on a décidé de collecter à ce niveau-là et que derrière, on a décidé d'avoir des clients. Et donc, eux nous empêchent de pouvoir collecter et de pouvoir remplir nos obligations. Donc, c'est des sujets qui sont très sérieux. Ça n'arrive jamais sur les grandes compétitions pour les raisons que vous pouvez imaginer, parce que plus d'expérience, parce que des enjeux économiques supérieurs, etc. En revanche, ça arrive sur des compétitions un peu plus je veux surtout pas dire péjorativement parce que je considère pas que c'est des compétitions moins importantes, mais voilà, sur lequel on a moins de volume d'affaires, par exemple. Et là, il y a des vraies discussions parce que si on downgrade un match parce qu'il n'a pas été couvert, nous, ça veut dire qu'il y a un trou dans la base de données. Alors, quoi qu'il arrive, on récupère les images pour le collecter, si tu veux, ce qu'on appelle en post-match. Donc, on compte ce trou-là. Mais typiquement, pour le cas de Sorare, ça n'a aucun intérêt parce que du coup, ton scoring en live sur ton match day, il n'a pas été fait et du coup, c'est problématique. Donc, ces phénomènes de downgrade, ça arrive sur des compétitions que je dirais des compétitions de tier 3 et tier 4. Après, il y a une vraie décision à prendre, c'est est-ce qu'on considère que ça peut être réglé de manière durable et que ça n'arrivera plus auquel cas on continue à couvrir, ou alors on a une discussion qui est un peu moins agréable, qui est de dire, en fait, cette compétition-là, on nous a donné des garanties, pardon, pour que ce soit collecté. Ces garanties-là ne sont pas suivies d'effet. Donc, on doit prendre la décision de la downgrader de manière complète. Ok. Et juste par curiosité, les deuxièmes divisions, c'est des ligues que vous couvrez complètement? Ça dépend où, mais dans les grands championnats européens, oui, par exemple. Donc, si tu parles du Championship, de la Série B, de la Ligue 2, compétition qu'on va couvrir. Avec le même niveau, en tier 13, donc avec le même niveau de granularité que les premières divisions. On a vu notamment que Sorare a signé les ligues espagnoles et allemandes en début de saison dernière. La D1 et la D2, donc ça pourrait donner des idées de couverture pour les prochains mois, par exemple.
La balle est dans leur camp pour ça. Oui, c'est ça. Après, nous, on essaie d'être le plus transparent avec nos clients et avec Sora, notamment sur ce qu'on est en mesure de faire aujourd'hui et de ce dont on a besoin pour pouvoir collecter de manière plus granulaire quand c'est pas couvert. Et après, s'il y a un souhait, comme je t'ai dit, on fait une étude et en fonction du résultat, c'est dur, on ne couvre pas. Mais on a très honnêtement une relation avec Sorar qui est hyper ouverte, qui est de qualité. Et je pense que vous le savez en tant qu'utilisateur Sorar, et je dis pas ça parce que c'est un client, tu vois, je dis ça aussi parce que je le pense et c'est pas le cas avec l'ensemble des gens avec qui on travaille. Il y a un vrai souci de qualité du gameplay et de l'expérience. Donc on est beaucoup challengé par Sorar et c'est des choses qu'on aime bien parce que ça nous permet de progresser et de continuer à se transformer pour servir des acteurs comme Sorar de la meilleure des manières. Bien, ça va faire plaisir à Paul. Non, mais c'est sincère, tu vois, au-delà du fait de les faire plaisir, c'est une relation qui est hyper saine. Il y a d'autres clients avec qui on bosse comme ça, mais Sorar fait partie de cette typologie de client qui est hyper moteur et qui est pas simplement consommateur de la donnée Opta et en se contentant de nous taper sur les doigts quand il y a un problème. On est vraiment sur une relation de construction qui est hyper appréciable. Il y a une belle communauté qui pousse aussi. Ouais, on a plus en plus grosse. On a l'occasion de plus en plus grande et de plus en plus passionnée d'ailleurs. On voit ça, ouais. Bah écoute, je te propose d'aborder justement quelques questions qui ont été posées par l'auditeur. Alors il y a pas mal de questions qu'on a déjà abordées dans la trame, mais il y en a d'autres. Alors je vais commencer par une qui a eu pas mal de succès, justement posée par l'autre cofondateur de Mediasorar, Lionel Mediasorar. Peux-tu nous donner la définition du last man tackle au sens d'Opta ? C'est un sujet très abordé par les managers Sorar, et c'est un euphémisme. D'accord, c'est vrai. Écoute, pour le coup, le last man tackle, c'est relativement simple parce que le last man tackle, c'est une sous-catégorie du tackle. Le tackle, il y a la définition qui est, comme tu peux l'imaginer, relativement simple parce que c'est une action de récupération à terre où le joueur essaie de récupérer la balle. Et du coup, le last man, c'est relativement simple, c'est en utilisant les données de géolocalisation. C'est-à-dire que si le player à qui j'attribue le tackle est sur le terrain positionné le dernier de son équipe, c'est que c'est le dernier, c'est le dernier joueur. Donc tu vois là, on est sur l'application du pragmatisme dont je te parlais. On décide pas que le mec est dernier défenseur. On regarde la géolocalisation des mecs. Si c'est le dernier, alors l'attribut last man va être ajouté à la catégorie tackle. Même s'il est très excentré, par exemple au niveau quasiment de la ligne de touche, mais même en s'il est défenseur. très excentré, même c'est un très bon point, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'interprétation arbitrale du dernier défenseur. Ok. On est sur le dernier géographiquement en termes de positionnement. Tu vois, le dernier joueur de l'équipe fait un tacle. Et ça, pour le coup, c'est une définition qui est hyper claire et qui est entre guillemets facile. Ouais. J'ajoute deux choses sur la définition du tacle qu'on peut retrouver donc sur le site d'Opta. Pour être considéré comme un tacle, il faut déjà que l'adversaire ait le contrôle du ballon, donc il ait touché le ballon. Absolument. Si c'est une passe en profondeur et que le défenseur vient couper la trajectoire avant que l'attaquant ait touché la balle en taclant, ça ne compte pas comme un tacle. Et la deuxième chose, il faut que le défenseur, après son tacle, ait récupéré le ballon, lui ou un coéquipier. Si par exemple il fait un tacle et ça c'est la pour balle un tacle réussi. Touche, oui voilà. Ça c'est pour un tacle réussi. Parce que même si le mec rate son tacle, c'est-à-dire qu'il fait faute ou qu'il prend pas la balle, ce sera quand même un tacle. Et ce sera un tacle manqué. D'accord. Et si c'est en sortie, c'est pas considéré comme un tacle réussi. Alors. Exactement. C'est clair. Toutes les autres questions, je vois, on les a vraiment toutes abordées. Il y en a juste une. Bon, à toi de voir si tu as envie d'y répondre ou pas. Le business model, on le sait. Qui paye, on le sait aussi. Donc, question de Gus Van Gus. Mais peux-tu nous donner peut-être une ordre de prix pour la couverture d'un championnat spécifique? Je peux te donner pour une saison. Oui, sans problème, parce qu'en fait, cet ordre de prix, il est hyper vaste. On a différents facteurs qui vont impacter le prix. C'est le type d'utilisateur, c'est-à-dire quelle est l'activité de la personne qui va utiliser tes data, est-ce qu'il va les publier, est-ce qu'il va les garder en interne, quel est le niveau de granularité, est-ce qu'il va rester sur un niveau où il a simplement besoin des données de l'équipe, ou est-ce qu'il veut aussi les données de joueurs, s'il veut les données de joueurs, est-ce qu'il veut en plus les données XY, donc de géolocalisation, est-ce qu'en plus de ça, il veut les modèles analytiques type expected goal, expected assist, possession value, est-ce qu'il va vouloir les modèles prédictifs de simulation, de performance, etc. Et puis en plus, après, il y a le nombre de territoires dans lequel il va vouloir l'appliquer. Donc tout ça fait que, et
je te réponds, mais je te réponds volontairement. En fait, on peut travailler avec tout le monde. On a autant des contrats en milliers d'euros que des contrats en millions. Ça va dépendre de la taille de ton opération, de ce que tu fais avec la data, à quel point tu l'utilises, de la granularité et des pays et des territoires que tu vas servir dans le monde. Donc pour te donner des exemples concrets, on a des clubs aujourd'hui, des clubs de Ligue 2 par exemple, qui vont payer moins de 10 000 euros l'accès à leurs données, parce que les données vont rester en interne chez eux, qui ne vont prendre les données que de leur match, pas de l'ensemble de la compétition, et que le niveau de granularité qu'ils ont choisi, c'est pas le plus fin, c'est simplement les actions avec le ballon sans modèle prédictif, sans analyse, etc. Et de l'autre côté du spectre, tu vas avoir des clients comme Google qui lui, quand je vais lui fournir une donnée, va le mettre dans la Google Box, qui est le premier résultat que tu vas retrouver quand tu tapes un match dans la barre de recherche, et qui va du coup diffuser de la data dans le monde entier. Là, on est sur des contrats en plusieurs dizaines de millions d'euros. Effectivement, c'est vraiment le grand écart. Et au milieu de ça, bravo au commercial qui a dealé ça. Ouais, mais écoute, merci. on a, si tu veux, au-delà de prendre les compliments, on a la chance surtout et pas parce que nous aujourd'hui, les gens qui sont aptes aujourd'hui sont bons, même s'ils sont bons, on a la chance d'avoir rejoint une boîte pour certains quelques années qui effectivement a su se rendre essentiel dans un business, dans un besoin qui est devenu essentiel pour l'ensemble du marché. Aujourd'hui, la data, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est plus la question. La question, c'est savoir comment tu l'utilises. Mais tout le monde utilise de la data. Dans une certaine mesure, en fonction de leur appétence, en fonction de leur connaissance, en fonction de la manière dont ils sont staffés. Et quand je dis tout le monde, je parle autant des diffuseurs que des opérateurs de paris, que des clubs, que des ligues, etc. Tout le monde en a besoin, tout le monde l'utilise. Et forcément, quand tu es leader de ce marché-là, ça te donne un terrain de jeu assez incroyable. Et donc, on bénéficie d'un marché hyper favorable pour faire ce qu'on fait. On en est hyper heureux. J'ai une dernière question, Mathieu. Dans quel domaine, toi qui justement participes à tout ce qui est stratégie au sein de Stats Perform, quel est pour toi le domaine où il y a le plus d'évolution possible? Aujourd'hui, vous dites, il faut vraiment essayer de miser là-dessus. Il y a plus de perspectives d'évolution. Est-ce que c'est le Web 3? Est-ce que c'est un autre domaine? Ouais, aujourd'hui, clairement, les questions qui sont posées par le Web 3 et le champ des possibles qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'appréhender et tu vois, de manière très honnête, c'est aujourd'hui ce qui nous excite le plus. C'est de savoir, on est sur une vraie révolution de l'utilisation, sur une vraie révolution de la consommation, de l'entertainment, du sport, des contenus. Nous, on est un fournisseur de contenu, donc il va quand même falloir trouver sa place dans ce qui se passe. Et avant de trouver sa place, il faut essayer de le comprendre. Et là, on est dans la phase de compréhension. On essaie de comprendre. Tu vois, il y a des acteurs comme Sorar qui sont déjà partis de ce monde-là, mais on a besoin de comprendre où est-ce que nos clients et les secteurs d'activité traditionnels vont aller dans cet espace-là. Parce que les clubs, les médias, les opérateurs de paris, et c'est ce qui est intéressant dans le Web 3, c'est que ils vont devoir prendre un parti par rapport à cette utilisation-là, et nous, il va falloir être capable de l'accompagner. Donc, c'est clairement aujourd'hui ce qui occupe beaucoup de notre temps en R&D, en progression dans la compétence, en RH aussi, tu vois, essayer de se staffer, essayer de prendre des gens qui vont pouvoir nous faire avancer sur ce sujet-là. C'est bien sûr ce qui nous occupe beaucoup. Sans délaisser le reste, sans délaisser les autres secteurs d'activité, mais comme je te le disais, la progression et le développement de ces secteurs d'activité, il est aussi lié à ce qui va se passer dans le Web3. D'accord, je te remercie Mathieu. Je sais pas si tu veux, je te donne le mot de la fin. C'est très sympa, mais non, juste merci. C'était hyper intéressant de pouvoir discuter de tout ça avec vous. Je suis très heureux que vous soyez intéressés par le sujet. J'espère que ça intéressera les auditeurs et la communauté Sorar. On est hyper fiers d'accompagner Sorar et d'être à notre échelle et à notre niveau dans cette aventure-là. Donc c'était top de pouvoir échanger. Merci à vous les gars. Merci à toi Mathieu. Je pense effectivement que ça répond à pas mal d'interrogations parce que aussi bien Sorar, là on a eu Paul, c'est vrai qu'il y a pas mal d'améliorations au niveau de la communication de Sorar vers la communauté, mais c'est vrai que tout le scoring, tout le système mis en place par Sorar est dépendant de son fournisseur de données et donc d'Opta, et c'est vrai que c'était, je suis content qu'on ait pu aborder ce sujet, qu'il y a pas mal de points, pour pas dire tous les points, qui ont reçu une réponse bien claire de ta part. Je te remercie encore et merci David aussi pour ta participation et tes points et tes questions aussi bien fouillées. Merci à tous. Merci à vous. Salut, à bientôt. Salut Mathieu, à bientôt. On remercie encore notre invité Mathieu et David pour cet excellent moment en espérant qu'Opta n'aura plus de secrets pour vous. N'oubliez pas de commenter et de faire des suggestions dans les commentaires du compte Twitter de Mediasorar en allant directement sur mediasorar.com ou en me contactant directement sur Twitter ou Discord. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter comme d'habitude des excellentes Game Week et des jolis rewards
Award. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Mediasorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.